Bonsoir à tous. Merci d'avoir répondu présent ce soir en salle. Bonsoir et merci également aux personnes qui nous suivent en direct sur les réseaux sociaux. Bienvenue donc à cette classe ouverte. Donc, il s'agit de la 3e classe ouverte organisée par Tous Politiques et consacrée ce soir à la thématique de la géopolitique des données. Donc nous allons, durant la prochaine heure, tenter de répondre à la question suivante. Tous surveiller, comment nos données sont-elles devenues un enjeu géopolitique mondial? Donc pour répondre à cette question, nous avons l'honneur ce soir d'accueillir nos 4 intervenants. Donc je vous présente Hugo Zilberberg, qui est donc chercheur à l'Université de Columbia et spécialiste des questions de la géopolitique et de la protection des données. Je vous présente également Renaud Prouver, donc, qui est président-directeur général du groupe Spalian, qui est donc une société de conseil spécialisée dans l'analyse et le traitement des données. Je vous présente également Clément Thonon, qui est donc conseiller législatif au Sénat et spécialiste des questions de sécurité et de défense. Et enfin, Amélia Lacrafi, donc, qui est députée La République En Marche, des Français de l'étranger et spécialiste des questions de cyberdéfense. Alors, juste avant de passer la parole à Clément Thonon, qui se chargera d'animer le débat, simplement pour rappeler les règles un peu de cette classe ouverte. Donc, il s'agit d'une conférence débat. Donc, durant la première heure, nos intervenants prennent la parole. Et ensuite, surtout, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en salle et en direct sur le Facebook. On passera vos questions et nos intervenants se chargeront d'y répondre. Voilà, merci beaucoup et très bonne soirée à tous. Bonsoir à tous. Nous avons effectivement choisi comme titre de ce débat « Tous surveiller, comment nos données sont-elles devenues un enjeu de géopolitique mondiale ?» Alors derrière ce titre un peu provocateur, peut-être un peu outrancier, il y a une réalité un peu bizarre. C'est comment se fait-il que nos données personnelles, c'est-à-dire des éléments tout à fait simples et tout à fait prosaïques comme notre âge, notre couleur de peau ou notre code génétique, peuvent-elles intéresser des États ? Comment en arrive-t-elle à devenir des enjeux de puissance? C'est un peu bizarre. Et nous, à l'inverse, simples citoyens, qu'avons-nous à craindre de cette géopolitique des données? Pour notre vie privée, bien sûr, mais aussi pour notre sécurité. Puisque les risques, on commence à en entrevoir un peu la portée. On pense au scandale Cambridge Analytica, récemment, avec la fuite de 87 millions de données d'utilisateurs de Facebook. Il y a également des risques pour notre démocratie, commence à se faire jour. On le voit avec la même affaire où en fait des données personnelles ont été utilisées pour influencer les résultats d'une élection démocratique. On le voit avec l'enjeu des fake news qui sont liés. Et d'ailleurs, il y a un récent rapport de l'IRSEM qui évoque la question et peut-être que Hugo pourra nous en parler. Et donc, tous ces risques, on les sent poindre et il faut voir, et c'est la question qui va nous occuper ce soir, quelle est la relation entre les enjeux de puissance et nos données personnelles. Et pour commencer, je commencerai avec une définition. Qu'est-ce qu'une donnée personnelle? Ce n'est pas quelque chose d'évident, c'est quelque chose qui existe en droit. Et donc il est inévitable pour moi de vous parler du Règlement général pour la protection des données, qui va nous occuper une partie de la soirée, qui est un règlement européen qui est très important et qui est très récent et qui vient de définir la notion de données personnelles à l'échelle de l'Union européenne. Elle est définie à l'article 4, cette définition de données, et très brièvement, je vais vous la livrer, parce que vous allez voir qu'elle est assez intéressante. Donc une donnée personnelle, au sens du droit européen, c'est une information qui se rapporte à une personne physique identifiée et qui se relie à plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale. Donc c'est quelque chose d'extrêmement large et le législateur européen a décidé volontairement de faire de la donnée personnelle une notion extrêmement large. Mais il y a quelque chose de plus, puisque la définition de la donnée personnelle, elle est à 2 étages. Il y a la donnée personnelle stricto sensu, et il y a également la donnée sensible, qui est définie à l'article 9 du RGPD. C'est un niveau encore plus protégé que la donnée personnelle. Et la donnée sensible, pour vous en donner quelques exemples, il y a l'origine raciale ou ethnique, les convictions religieuses, les opinions politiques ou l'appartenance syndicale. Donc des données qui ont vraiment trait à la personnalité de l'individu et qui sont extrêmement protégées par le droit européen. Et le problème avec ces données sensibles, qui sont vraiment le cœur du réacteur de la donnée personnelle aujourd'hui, c'est que leur définition ne fait pas consensus au niveau mondial. C'est qu'on la définit, nous, au niveau européen, très bien, in extenso, avec tous les éléments que je vous ai livrés, l'appartenance syndicale, etc., etc., mais qu'au niveau mondial, il n'y a pas de consensus. Et que depuis les années 80, l'OCDE et d'autres institutions internationales ont essayé de trouver une définition
et qu'ils sont aboutis. Il y a un rapport de l'OCDE des années 80, donc extrêmement ancien, qui dit il n'est pas possible de trouver une définition universellement reconnue de la donnée sensible et de la donnée personnelle. Donc ça, c'est un vrai problème. Et ça pose des questions de relation entre les ordres juridiques des différents États sur cette définition même de données personnelles. Alors maintenant, pour évoquer quelques enjeux de notre débat de ce soir, après avoir défini cette notion de données. Le premier de ces enjeux, je crois que c'est la massification de l'enjeu des données personnelles. Le fait que l'univers numérique grandit à une vitesse exponentielle, qu'on a créé plus en quelques années de données personnelles et de données de manière générale que dans l'ensemble de l'histoire de l'humanité. Et plusieurs études montrent que cet univers numérique va être multiplié par 20, par 30, par 40 dans les dizaines d'années à venir. La circulation des données également augmente. Elle a été multipliée par 45 en 10 ans. C'est quelque chose d'énorme. Et on compare souvent les données au pétrole. On dit que les données personnelles seraient le pétrole du 21e siècle. Et je crois que c'est une comparaison qui est pas pertinente, puisque on voit que le pétrole, c'est une économie de la rareté, c'est une ressource qui est de plus en plus rare, alors que l'économie des données, c'est une économie de l'abondance. Les données, il y en a de plus en plus, et il y en aura toujours plus. Et c'est des enjeux que Renaud évoquera peut-être, mais pour les entreprises, c'est une opportunité formidable, avec le big data, l'intelligence artificielle qui se nourrit de cette abondance. Mais l'abondance, elle interroge aussi la notion de frontière, elle interroge aussi la dépendance de nos sociétés aux données. Le fait que vous et moi, on a ici une tablette, les données sont partout, et il y a un récent rapport de l'Institut Montaigne qui est paru hier, je crois, ou avant-hier, qui montre qu'une cyberattaque, même mineure sur la France aujourd'hui, sur des entreprises françaises, pourrait coûter des dizaines de milliards d'euros à notre économie, à notre État. Donc des choses extrêmement fortes et une dépendance extrêmement forte. Donc cette massification, c'est un enjeu, premier enjeu. Deuxième enjeu, c'est le stockage, qui va avec la massification d'ailleurs. Où est-ce qu'on stocke ces données? Comment est-ce qu'on stocke ces données qui sont de plus en plus nombreuses? Puisque stocker des données, ça demande de l'énergie, ça demande de l'espace, et donc ça induit une sorte de nouvelle géographie des données, puisqu'il faut les stocker quelque part. Je pense bien sûr à l'entreprise française OVH, avec ses serveurs à Roubaix, voilà, c'est très concret. Et donc la géopolitique des données, c'est aussi se lier à une géographie très concrète. La géographie des data centers, des centres de données, de stockage de données, la géographie des câbles sous-marins, qui est aussi une géographie en soi, et Hugo nous en parlera à ce sujet. Et donc la géopolitique des données, c'est une géographie à la fois physique, réelle, et une géographie qui est dans le cyberespace. Donc ça, c'est le deuxième enjeu, le stockage des données. Une fois qu'on a créé ces données, une fois qu'on a stocké ces données, une fois qu'elles circulent, ces données, il faut les protéger. Et ça va être le cœur du débat de ce soir. On va d'abord évoquer tous ensemble la protection des données du point de vue juridique, la protection des données personnelles. J'ai évoqué le règlement général de protection des données, le RGPD. Ce sera notre première partie. On va voir tous ensemble en quoi ce RGPD constitue une petite révolution à l'échelle européenne, mais même à l'échelle mondiale, puisqu'on peut maintenant parler d'un modèle européen de protection des données. Mais une fois qu'on les a protégées par le droit, ces données, il faut également les protéger physiquement, je dirais, contre des agressions de groupes dans le cyberespace, de groupes de hackers, qui sont d'ailleurs parfois et souvent liés à des États, donc on rejoint la géopolitique, et donc les États eux-mêmes qui ont des groupes de pirates ou des groupes armés qui opèrent dans le cyberespace. Un responsable des services de renseignement français me disait ce matin, il essayait de paraphraser Clémenceau, et il me disait que la France était en guerre sur terre, la France était en guerre sur mer, la France était en guerre dans les airs, mais elle était surtout aujourd'hui en guerre dans le cyberespace. Et le fait que le cyberespace devienne un espace de conflictualité par lui-même, c'est quelque chose qui est nouveau et qui est pris en compte par l'État et par les militaires de manière extrêmement forte. La France s'est dotée d'une revue stratégique de cyberdéfense en février 2018, donc là aussi un document très nouveau. Et ce document qui détaille la stratégie de la France dans le cyberespace a plusieurs dimensions. Une dimension militaire, qui assume d'ailleurs la dimension offensive, puisque la France, maintenant, vous le savez, assume de faire des cyberattaques offensives dans le cyberespace. Il y a une dimension technique, c'est comment faire en sorte d'améliorer la résilience de l'économie française, des entreprises françaises, des opérateurs, ce qu'on appelle des opérateurs d'intérêt vital. Et enfin, une dimension diplomatique. C'est l'enjeu de la gouvernance. Vous avez vu qu'il y a quelques jours, il y avait un grand forum de l'Internet à Paris. Il y a un enjeu de gouvernance mondiale de l'Internet qui est très prégnante et la France est en pointe sur ces sujets. Alors pour commencer notre débat, je vous l'ai dit, nous allons parler de la protection juridique des données, la protection européenne des données.
Et je commencerai par interroger Amélia sur la question de, en fait, pourquoi protéger ces données? À quoi ça sert de protéger ces données? Qu'est-ce que les citoyens ont à craindre de la part des États ou des entreprises en rapport avec leurs données personnelles? Alors, plusieurs choses. Pourquoi protéger ces données? Pour essayer d'être maître de son intimité. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que 90% des données sont ouvertes. C'est de la donnée blanche. Et donc nos chères grandes entreprises de l'Internet ont accès à quasiment tout. Notre poids, notre âge, le nombre de pas, ce qu'on mange, les heures de sommeil. Enfin, on a des super petits outils qui sont on appelle un device en anglais, mais les téléphones portables et tablettes et montres connectées qui agrègent des centaines de milliers, voire de millions de données que les grandes sociétés de l'Internet gèrent. Et à partir de là, ce qui peut être assez grave, c'est que une assurance, enfin, si on laisse tout ça dériver, une assurance pourrait décider d'augmenter votre assurance, votre mutuelle, parce qu'elle considère que vous ne faites pas vos 10 000 pas par jour. Ou vous avez tous les soirs des dîners dans des restaurants et tous les soirs vous vous amusez à prendre en photo vos plats. J'ai beaucoup d'amis qui le font. Et l'assurance va dire, ben non, ces gens-là mangent beaucoup trop gras. Et elles vont pouvoir avoir des algorithmes qui vont potentiellement augmenter vos mutuelles. C'est des exemples qui peuvent paraître anodins, drôles, mais finalement, on ne se rend pas compte et on n'est plus maître de notre intimité. Se protéger, c'est aussi, quand on navigue sur Internet, moi je conseille de régulièrement supprimer les cookies. Les cookies, c'est quoi ? C'est des petits micro-logiciels qui s'installent sur votre ordinateur à chaque fois que vous allez dans un site pour acheter des choses ou juste pour regarder. Et vous avez dû vous rendre compte que un jour vous avez regardé un pantalon noir sur un site internet, vous allez sur Facebook, Twitter ou un autre site internet, on vous propose plein de pantalons noirs. Voilà. Et pourquoi se protéger? Pour pas se faire influencer. Voilà. Enfin, c'est pour pas se faire profiler. J'ai une anecdote d'une adolescente aux États-Unis qui régulièrement sur Google va chercher mal de tête, quel médicament prendre, selon les heures de la journée, elle va taper envie de fraise, envie de ceci, mal ici, mal là. Au bout de quelques semaines, sur l'ordinateur de la famille commençait à s'afficher de la publicité, donc des couches, des layettes, des biberons. Le papa informaticien qui sait ce qu'on fait avec les données et toutes vos habitudes de navigation. Donc, a commencé à se poser des questions et se rendu compte que Google a su plusieurs semaines avant que la gamine de 15 ans était enceinte. Enfin, et c'est pour vous dire à quel point les moteurs sont puissants et peuvent aller chercher des informations et peuvent aller même prédire. Enfin, Spalian en parlera, la société Spalian aussi présente, mais on peut prédire plein de choses avec toutes vos données. Et quand on parle de massification des données, effectivement, sur les 2 dernières années, on a produit 90% de données du numérique depuis la création d'Internet. C'est juste incroyable. Et dans cet environnement de massification et d'exploitation massive par les entreprises, comme vous l'avez évoqué, en quoi, et là je me tourne vers Hugo plutôt, en quoi le RGPD, donc le Règlement général de la protection des données, apporte un surcroît de protection pour les citoyens? Ouais, alors, ça marche, oui. Le RGPD, le Règlement général pour la protection des données, ça peut être très compliqué et très théorique, et je vais essayer de ne pas faire ça parce que c'est pas l'intérêt. Il y a quelques choses qui sont importantes. C'est un règlement, c'est très long, c'est très nouveau. Mais donc je vais essayer de faire court et donc forcément je ne vais pas tout couvrir. Mais c'est pas nouveau en fait. Il y a plein de choses dans ce règlement qui existent depuis la première loi pour la protection des données en France, c'est 1978. Ça fait un certain bout de temps quand même. Aux États-Unis c'est 1974, c'est même avant nous. C'est pas le même type de données, mais ça commence quasiment avant nous. En même temps, en fait, le monde se rend compte que les données, ça va être un enjeu. Les gouvernements, parfois, font des choses avec les données, parce que les premières lois sur la protection des données, en fait, se tournent vers l'utilisation que les gouvernements vont faire de nos données personnelles. En France, pour la petite histoire, il y a une couverture du Monde en 1978, le fichier que le gouvernement collectait sur les données des Français s'appelait Safari. On a toujours eu des noms étonnants dans l'administration. Et donc la couverture du Monde, c'était Safari ou la chasse aux Français.
Parce qu'effectivement, le gouvernement allait indexer et créer des bases de données sur les Français, et c'était une peur, et donc c'est comme ça qu'on lance tout un processus qui, 40 ans après, continue en réalité, puisqu'on a un nouveau règlement aujourd'hui sur la protection des données. Alors qu'est-ce qui a changé en 40 ans? D'abord, on sait mieux ce que c'est une donnée personnelle, tu l'as dit, vous l'avez dit, parce qu'on est censé se vous voyez. On a une définition aujourd'hui en France et en Europe de ce que c'est une donnée personnelle. C'est une donnée qui est liée à un individu et c'est une donnée qui est d'une certaine façon rattachable à son identité. Alors de façon directe ou indirecte, par exemple, si je vous dis mon âge, voilà, vous n'allez pas forcément savoir que c'est mon âge. Il y a sans doute plusieurs autres personnes dans la salle qui ont le même âge que moi. Par contre, si je vous dis c'est Hugo Zilberberg qui a tel âge, là vous allez savoir que c'est mon âge. Donc il y a des questions aussi de comment savoir pour réidentifier des données. Si je vous dis encore une fois mon âge, vous n'allez pas forcément le rattacher à moi. Alors ensuite, ce que le règlement fait, c'est qu'il dit, quand on est une entreprise notamment, mais aussi un gouvernement, il faut avoir une base légale de traitement de données. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si je collecte vos données et qu'ensuite je veux les réutiliser, eh bien, il faut que j'ai une base légale, il faut que je prouve au législateur, si jamais il me demande, pourquoi j'ai traité cette donnée. Alors il peut y avoir plein de bases légales, il y en a en fait 7. L'une de celles-ci, c'est je vous demande si j'ai le droit. Monsieur, est-ce que j'ai le droit de traiter vos données personnelles? Vous allez me dire oui ou non. Et si vous me dites oui, pouf, j'ai le droit de traiter vos données. Si vous me dites non, dans ce cas-là, évidemment, j'ai pas le droit. Alors, la nouveauté dans ce règlement, c'est que vous allez me dire en plus pourquoi j'ai le droit de les traiter. Vous allez me dire éventuellement, vous avez le droit de les traiter, mais alors que pour me fournir un service. Par exemple, éventuellement, on pourrait imaginer que Facebook vous dise, voilà, je vais collecter vos données, mais je vais les utiliser que sur Facebook. Alors, c'est pas du tout ça qu'ils font aujourd'hui. Pas du tout les seuls par ailleurs, mais vous pourriez éventuellement maintenant dire, voilà, je veux que vous utilisiez mes données que pour ces motifs-là de traitement. Et les autres, qui ne sont pas compatibles, en fait, vous n'auriez pas le droit. Le règlement imagine des mécanismes comme ça. Il y a d'autres bases légales de traitement, mais voilà, c'est un des principaux, et puis c'est un des plus concrets, puisqu'on nous demande, en fait, si on a le droit de traiter nos données. Alors, un autre point qui est important dans le règlement, c'est la territorialité, c'est-à-dire qu'il ne s'applique pas seulement dans les frontières, on va parler beaucoup de frontières aujourd'hui, de l'Union européenne, il s'applique en réalité partout dans le monde, d'une certaine façon. Par exemple, moi, j'habitais jusqu'en août aux États-Unis, mais je suis citoyen français. Donc, en réalité, j'étais couvert par le règlement des données parce que, en étant citoyen français, je pouvais m'adresser en Europe et dire, mais moi je suis citoyen français, le droit français s'applique à moi où que je sois dans le monde, même si j'habite aux États-Unis. Donc, ça c'est un point important parce que les entreprises, par exemple américaines, mais ça pourrait être d'autres pays, qui traitent les données de citoyens français partout dans le monde, vont devoir se conformer à ce nouveau règlement. Bon, alors il y a quelques autres principes, et je vais passer assez rapidement parce que je crois que c'est ça qui est, on a déjà pas mal de notions importantes. Un des principes importants, un des changements importants plutôt, c'est que maintenant on demande aux entreprises de faire des études d'impact, de dire est-ce que vraiment vous pensez que vous allez maîtriser les risques liés au traitement des données personnelles de vos utilisateurs. Et le régulateur peut aller demander, enfin la CNIL en l'occurrence, peut aller demander aux entreprises est-ce que vous avez vraiment fait le boulot de sécuriser vos systèmes d'information, d'aller protéger vos bases de données, de collecter des données que si vous en avez besoin, parce que si vous n'en avez pas besoin, en fait les collectez pas. C'est un principe élémentaire, mais en fait, c'est bien de le rappeler. Et donc ça, c'est un premier principe important, c'est que maintenant, en fait, on demande aux entreprises de se mettre en conformité et de savoir prouver qu'elles ont fait cette démarche. Et ça n'existait pas avant, et c'est une vraie nouveauté, et vraisemblablement, ça va faire évoluer pas mal de choses. Et un dernier point qui est important, et je m'arrête là-dessus, je vous promets, c'est qu'on va parler des sous-traitants. Ça, c'est une question hyper délicate. Vous êtes une grande entreprise, vous avez plein de sous-traitants, vous partagez éventuellement des données de vos utilisateurs avec eux. Donc, je ne sais pas moi, vous administrez des bases vous offrez un service en ligne de gestion des mails. Voilà, vous envoyez, par exemple, un service qui envoie des centaines de mails en ligne pour du marketing. Éventuellement, vous allez avoir un sous-traitant qui va gérer une partie de vos données. Et en fait, vous allez être co-responsable avec le sous-traitant de si jamais les données fuitent. Par exemple, Cambridge Analytica fuite des données de Facebook. Qui est responsable? C'est Cambridge Analytica ou c'est Facebook? Alors bon, là en l'occurrence c'était hors cadre de ce règlement, mais après le règlement, on pourrait imaginer que s'ils sont considérés comme co-responsables de traitement, en fait c'est Cambridge Analytica, mais aussi Facebook, qui sont responsables de la fuite de données. Ce qui est un changement quand même assez important, parce que ça veut dire que les entreprises, j'imagine que vous en parlerez plus tard,
savoir que les sous-traitants traitent bien leurs données et protègent leur base de données et protègent les données que vous leur envoyez, c'est un risque considérable et ça a des enjeux économiques très importants. Voilà, je pense que c'est un premier aperçu. Mais le droit européen donne aussi de nouveaux droits aux citoyens. Alors oui, tout à fait. Tu peux nous en parler? Oui, il y a des droits qui sont nouveaux. En réalité, il y a assez peu de droits tout à fait nouveaux, parce que beaucoup de droits avaient un peu émergé. Par exemple, le droit dont on parle souvent, c'est le droit à l'oubli. Alors c'est pas comme ça que ça devrait s'appeler, mais en fait, le droit à l'oubli, c'est juste de dire, si jamais je veux que vous supprimiez mes données personnelles de votre site internet, j'ai le droit de vous le demander. Ça avait émergé un peu avant, donc est-ce que c'est un droit nouveau, pas nouveau, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, maintenant vous avez le droit. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de citoyens français notamment, mais aussi allemands, mais aussi britanniques, parce qu'on a les statistiques, qui demandent, par exemple, à Google, à Facebook, de dire, bah non, bah, vous détruisez mes données parce que j'ai pas envie que vous les gardiez, parce que je suis plus sur votre service. Par exemple, quand vous supprimez votre compte Facebook, si jamais ça vous arrive un jour, vous le rouvrez 3 ans après. Est-ce que vous allez encore avoir toutes vos données, tous vos amis, tous vos messages, etc. Ou est-ce que vous allez recommencer de zéro? Ben voilà, c'est ça que ça traite le droit à l'oubli. Alors ça traite aussi beaucoup d'autres choses. Qu'est-ce que vous êtes dans les nouvelles, des articles de presse, les liens vers les articles de presse, etc. Mais c'est plus technique. Il y a d'autres droits. Par exemple, j'ai le droit, un droit qui est important. Tiens, un droit qui est important, c'est le droit. Alors, si jamais on a tous entendu parler de Parcoursup maintenant. Voilà. C'est un algorithme qui prend des décisions automatisées sur des choses qui ont des vraies conséquences sur la vie des lycéens, en fait, puisque ça gère leur affectation. Et ben, le droit européen, maintenant, donne le droit de refuser une décision tout à fait automatisée qui a des conséquences sur votre vie. Donc, par exemple, si jamais un lycéen allait voir Parcoursup, et Parcoursup lui disait non, le traitement a été tout à fait automatisé, on ne peut pas vous dire pourquoi, il pourrait dire non, je refuse je refuse l'affectation parce que le traitement a été tout à fait automatisé. Dans le droit européen maintenant, il y a marqué que les gens peuvent refuser ce genre de traitement. On parlera, je pense, avec Madame la députée de comment le droit européen a été transposé évidemment au droit français, parce que ça vient d'être le cas juste avant l'été. Donc, c'est ce que je vais vous demander. Ben voilà. Pourquoi c'est l'Union européenne finalement qui a pris cette décision, et est-ce qu'il y a des spécificités à la France sur cette question du RGPD? Pourquoi? Parce que l'Europe nous protège, et c'est une chance, et c'est une belle manière de rappeler qu'il faut aller voter aux européennes. Parce que tout ce qui est voté à l'Europe se retranscrit dans les États. Donc ce n'est pas rien, ça nous concerne tous. Et à 27, on est quand même plus fort. Et on fait le poids face à des géants comme les Américains et les Chinois. Donc, et sur une des choses qui est importante, c'est qu'aujourd'hui, le consentement est obligatoire et les cases pré-remplies sont interdites. L'acceptation par défaut, si je n'ai pas coché, c'est interdit. Et ça change beaucoup de choses, parce qu'en général, on a la petite coche qu'on n'a pas vue, le petit astérix en format 4, que personne n'arrive à lire. Ça, c'est terminé. Et ça me paraît important. Vous avez évoqué les géants du numérique américains. Je me tourne vers Renaud. On dit souvent, on a évoqué tous ensemble les entreprises plutôt d'un point de vue négatif, en disant qu'elles se servaient de nos données, voilà, pour nous cibler, etc., etc. Mais on me dit aussi que le RGPD, du coup, a peut-être surréagi et a peut-être trop protégé les citoyens au point d'empêcher l'émergence de grandes entreprises du numérique européennes. Puisqu'on voit aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a les GAFA d'un côté, les grands américains, et on a les BATX, les grands chinois, mais pas de grands européens. Est-ce que le RGPD est un frein à l'émergence d'une grande industrie numérique européenne? Alors, écoutez, je pense que ça n'arrange pas, évidemment, mais le frein existe depuis très longtemps. Quand on parle de GAFA, le mot qui est utilisé pour évoquer Google, Apple, Facebook et Amazon, il faut quand même rappeler quelques chiffres. Il y a toujours quelqu'un dans une conférence qui amène des chiffres. Soit ça endort tout le monde, soit ça amuse. Mais voilà, Google, Apple, Amazon ont dépassé depuis 3 mois les 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Facebook, c'est 500 milliards. Donc les 4 entreprises pèse 3500 milliards de capitalisation boursière. Pour vous donner un élément de comparaison, le PIB de la France, c'est 2500 milliards. Ça vous donne l'idée du poids que représentent ces entreprises et de la candeur qu'on peut avoir parfois quand on se dit on va créer un champion européen de l'Internet, etc. C'est fini. C'est pas la bataille qu'on a perdue, c'est la guerre. Donc il n'y a pas de possibilité de rattraper.
500 millions d'Européens, Facebook a 354 millions d'utilisateurs en Europe. Donc, oui, ça freine forcément un peu l'émergence, mais il y a très longtemps que cette émergence a été freinée par manque d'ambition, par manque de soutien de nos États, par le fait aussi que nos États européens ont préféré disséminer énormément d'argent public pour aider des petites start-up que de créer vraiment des champions français. Et on a aujourd'hui un marché qui s'auto-concurrence au lieu de s'entraider. On ne sait pas chasser en meute sur le territoire ni national ni européen, et ça crée beaucoup de difficultés. Après, donc le terminé, là, on a perdu la guerre, c'est terminé. Vous voyez une possibilité de passer outre Google aujourd'hui ? Enfin, Google aujourd'hui rachète des entreprises, vient de créer Sidewalk Lab et crée des quartiers entiers maintenant. Il rachète des entreprises de BTP. Donc, j'ai un chiffre intéressant. La part de marché Google en France, c'est 94%. Aux États-Unis, c'est 83%. Quant qu'on a envie de pousser comme le nouveau Google français, c'est 0,58%. Donc la guerre, elle est totalement perdue. Alors après, pour contrebalancer et faire un peu d'optimisme, je pense que ce qui est intéressant, parce que là je vais plomber la soirée, c'est néanmoins que ce règlement a un effet intéressant au moins sur la culture de préservation de la donnée, sur le fait de communiquer, sur cette nécessité de faire attention à ces données. Parce que finalement, la cible directe, ce n'est pas forcément les entreprises elles-mêmes, mais c'est aussi l'utilisateur, le consommateur de cette entreprise. Quand on utilise Google, quand on utilise Facebook, on n'est pas un client, on est un produit. Et ça, il faut que les gens l'intègrent. C'est-à-dire qu'on donne des informations, on donne des données justement à ces opérateurs qui vont les revendre. Alors après l'incidence de ce règlement, il est quand même assez biaisé par l'attitude de ces grands groupes. Il y a peu de temps, on a pu constater par exemple que beaucoup d'entreprises européennes qui font des régies de pub sur Internet se sont vues imposer par le grand opérateur américain que j'ai déjà cité le fait de signer un contrat pour continuer à avoir accès à ce système de publicité fléchée dans lequel ils prennent la responsabilité de la conformité de ce règlement européen sur leur activité en Europe, mais ils endossent aussi la responsabilité du gérant américain pour l'activité du reste du monde. Et s'ils refusaient de signer, eh bien on leur coupait l'accès à Internet. Ce qui veut dire que plusieurs entreprises ont déjà perdu plusieurs vingtaines de millions d'euros, là depuis 2 mois, rien qu'avec cet élément-là. L'autre point qui est important, et là j'irai avec un peu plus de modestie sur ce qu'on vit nous, c'est qu'effectivement, pour un grand groupe américain ou un grand groupe effectivement chinois, se mettre en conformité avec le RGPD, c'est rien. Ça veut dire mettre à disposition 2-3 personnes qui vont veiller à ce que tout soit conforme. L'impact financier de la mise en conformité est très légère. Pour une PME comme la nôtre de 50 personnes, c'est à peu près 5% de chiffre d'affaires. Ça, c'est le premier coût direct. Deuxième coût indirect, c'est, vous voyez, on travaille nous avec 1500 collectivités territoriales françaises, des villes, donc qui ont pour mission de montrer aussi l'exemple, qu'on doit nous contacter, parce que c'est ça aussi le RGPD. On n'héberge pas de données personnelles, mais on a par exemple un outil qui s'appelle TelMyCity, qui est une application qui permet à des citoyens de déclarer un trou dans la chaussée, un éclairage cassé. Du coup, on est générateur de données, qui ne sont pas des données individuelles, mais on doit du coup demander quand même un accord à nos clients d'héberger ces données. Nous, on héberge nos données en France, dans des entreprises françaises, et il a fallu contacter les 1500 000 clientes. Chaque ville, disons, pas chaque ville, mais 80% des villes en ont profité pour renégocier le contrat. En disant, vous voulez qu'on signe l'accord de RGPD, d'accord, vous nous faites un prix. Et donc c'est là où je dis qu'il faut quand même à un moment donné avoir une vraie logique, c'est-à-dire qu'on leur demande effectivement l'accord pour mieux les protéger, et comme c'est une renégociation de ce qu'il y a dans un contrat, on doit faire un geste commercial pour assurer leur protection majorée. Donc c'est là où effectivement il y a un travail de conformité et un peu de patriotisme économique à réaliser pour être mieux protégé. Merci. Non, je voulais juste réagir parce que je pense que d'abord on est en transition, quoi. C'est vrai que on passe d'un monde où on n'avait pas du tout, comme on l'a dit, hein, c'est vraiment il y a encore quelques années les problèmes n'étaient pas les mêmes que ceux qui sont aujourd'hui et qui vont être demain. Donc on est aussi dans un mode de transition, et ça, ce qui va être intéressant, c'est pas seulement les parts de marché de Google aujourd'hui, mais c'est en fait est-ce qu'il y a une tendance à la baisse dans les prochaines années si jamais on peut faire émerger un concurrent. Il y a un moteur de recherche français qui est en train d'émerger quand même, donc c'est important de le souligner. Mais non, je voulais revenir sur l'idée que le RGPD, enfin le règlement, la protection de données, c'est une contrainte. Et c'est vrai, c'est une contrainte, hein, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais pour prendre une analogie, j'étais à un atelier il y a 2 jours et quelqu'un a pris une analogie qui m'a beaucoup plu. Quand on a introduit l'exigence pour les entreprises de faire de la comptabilité. Avant, ça n'existait pas, voilà, les entreprises n'avaient pas besoin de faire de la comptabilité. Et puis, peu à peu, on s'est dit quand même, ce serait pas mal que les entreprises soient obligées de tracer d'où viennent leurs fonds, ce qu'elles en font, enfin, une comptabilité, quoi. Aujourd'hui, il n'y a aucun patron d'entreprise qui dirait « Ah non, moi, la comptabilité, ça m'embête, je vais pas en faire. Ce serait compliqué. » Et bien,
et puis c'est très illégal. Et ben, c'est la même chose pour la protection des données en réalité. On fait de la comptabilité des données. On fait de la comptabilité des traitements de données au sein d'une entreprise. Comment je collecte mes données? Où est-ce qu'elles vont? Qu'est-ce que j'en fais? Alors, effectivement, quand le droit de la comptabilité a été établi, je suis sûr qu'il y a plein de patrons, et ils avaient raison à l'époque, hein, et ils ont toujours raison aujourd'hui, de dire, des gens qui disaient, bah, c'est une contrainte, oui, c'est une contrainte. Mais si on se projette dans quelques dizaines d'années, c'est difficile de s'imaginer qu'il n'y aurait pas un droit similaire qui serait établi, parce que les données étant, comme on l'a déjà dit, et on va continuer à répéter, quelque chose de très sensible et quelque chose d'important pour les opportunités économiques des citoyens et leur vie privée et leurs droits fondamentaux, et ben c'est difficile de dire dans ce cadre-là, non, les entreprises ont le droit de faire ce qu'elles veulent. Alors, pour revenir, dernière chose sur la différence entre les États-Unis et l'Europe. Alors, une des différences fondamentales, c'est quand même que les États-Unis, c'est un marché unique. Si je crée une entreprise à San Francisco, je peux vendre à New York. L'Union européenne, jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était pas le cas. Le marché unique du numérique, ça s'appelle le marché unique du numérique, c'est une initiative de la Commission européenne, il y a longtemps maintenant, hein, mais ils ont dit, en fait, ce serait pas mal qu'on peut s'échanger des biens, des services et des personnes au sein de l'Union européenne, ce serait pas mal qu'on change les barrières réglementaires. Donc par exemple, si j'ai un règlement de protection des données en France et un règlement de protection des données en Allemagne, et que je dois changer mon service, si je vends à des citoyens français ou allemands, ça va pas marcher. Je suis une boîte française, je vais avoir du mal à exporter en Allemagne. Donc le marché unique du numérique, c'est l'initiative de la Commission européenne pour harmoniser et le règlement sur la protection de données et la façon dont ça a été négocié avec les grands groupes européens, c'est de dire mais vous avez intérêt à ce qu'on fasse passer un règlement partout en Europe pareil, et d'ailleurs il y a des processus qui sont plus faciles maintenant pour les boîtes qu'il était il y a quelques années, parce qu'en réalité vous pourrez vendre et faire du business n'importe où en Europe, et je parle sous le contrôle de gens qui font ça sans doute mieux que moi. Merci Hugo. On a parlé des entreprises. Parlons maintenant un peu des États, puisqu'on a vu que en fait tout un mouvement de souverainisation de l'Internet est parti de 2013 de l'affaire Snowden, où on s'est rendu compte que la NSA, avec l'accord tacite des plus hautes autorités américaines, avait mis sur écoute un grand nombre de chefs d'État dans le monde, au Brésil, et même le téléphone de la chancelière allemande. Et donc finalement, est-ce que le RGPD, qu'on a adopté, le Règlement général sur la protection des données, qui nous protège entre guillemets des entreprises, ou en tout cas qui protège le traitement de nos données, est-ce qu'il nous protège vraiment de la surveillance des États? Et est-ce qu'on peut encore être surveillé aujourd'hui en tant que citoyen par des États? C'est la partie sympa. Alors clairement, non. Le RGPD ne nous protège déjà pas de nous-mêmes, vu qu'on poste tout seul, mais en plus, il ne protège pas du tout des États. Donc oui, l'affaire Snowden a mis au grand jour Prism, donc tout le monde a dû en entendre parler. Le pendant français, c'est Échelon. Et clairement, non, les États, rien ne peut les empêcher de nous surveiller. Après, ils ont une bonne raison, en principe, c'est lutter contre le terrorisme. Donc après, à nous de voir où est-ce qu'on met le curseur, jusqu'où on accepte de dévoiler toute notre vie et de se dire, ok, c'est pour notre sécurité, c'est pour traquer les terroristes. Et dès lors qu'on a une suspicion qu'un tel va passer à l'acte, on peut le surveiller, le traquer. Mais c'est vrai que malheureusement, on ne peut pas empêcher les dérives parce que derrière un ordinateur, un serveur, un service, il y a juste un homme. Et on sait que la plus importante faille, elle est entre la chaise et le clavier. Le maillon faible, c'est l'être humain. Parce que finalement, on pense immédiatement aux États-Unis dans ces cadres de surveillance. On pense en ce moment à la Russie et à d'autres. Et ça nous induit en fait à nous poser la question des autres modèles de protection des données, puisque on voit que les Américains ont leur propre cadre, que les Chinois ont adopté une loi sur la cybersécurité en 2017, que les Russes ont aussi leur loi. Et donc, Renaud, est-ce que on peut parler d'un modèle européen de protection des données qui soit vraiment le plus protecteur du monde, face au modèle américain, face au modèle russe, et quels seraient les autres modèles? Quelles seraient les spécificités des autres modèles? Alors oui, on peut véritablement parler d'un modèle européen, puisque ce règlement, effectivement,
une profonde inspiration d'abord de ce que la France avait établi elle-même, mais commence à être un peu copié, ce qui est assez positif. Dans la loi brésilienne notamment, il est inscrit qu'il faudra qu'il y ait un référent sur les bases de données, comme cela existe dans le RGPD, et qu'il y ait effectivement la même chose par exemple en Argentine, avec en plus le fait de devoir demander un consentement. Même en Inde, en fait, où il y aura une loi future avec 7 piliers principaux, figurent parmi ces piliers 3 des grands piliers du RGPD, donc le consentement, les informations, etc. Donc il y a une influence positive de ce règlement européen, avec des pays qui commencent aussi à se doter de ces éléments-là, parfois par des logiques souverainistes. On est de faire référence à la Chine, qui impose maintenant à ce que Google, Microsoft aient leur data center en Chine, physiquement en Chine, pour avoir, vous en doutez, effectivement, une capacité d'intervention beaucoup plus forte. Après, ces règlements connaissent aussi des limites. Dernièrement, Facebook a transféré son data center, son centre de données qui était en Irlande, en Californie, pour y héberger toutes les données de leurs clients africains, australiens, asiatiques, et donc échapper de fait au règlement européen. Donc il y a toujours des limites, mais on peut dire qu'il y a une influence extrêmement positive en tout cas, et que, une fois de plus, moi ma conviction personnelle, c'est que mettre en place une législation, c'est indispensable. Ça permet d'avoir des véritables garde-fous et c'est essentiel pour montrer aussi qu'on doit préserver des droits, mais l'information des utilisateurs reste la plus importante. On ne peut pas d'un côté avoir des gens qui préconisent une législation extrêmement rigoureuse, y compris, je pense là, à des parlementaires qui le disent, et qui ensuite vont s'épancher sur les réseaux sociaux jusqu'à leur moindre déplacement ou moindre fait de vie familiale. Il y a un paradoxe très fort. Il faut aussi intégrer que, je le disais tout à l'heure, quand on utilise certains réseaux sociaux, quand on utilise certains moteurs, nous ne sommes pas des clients, nous sommes des produits. Nous contribuons à enrichir ces entreprises, donc il faut aussi veiller à un juste équilibre entre le service dont j'ai besoin, et que je dois utiliser. Hugo faisait référence tout à l'heure, effectivement, on n'a pas tellement le choix. Aujourd'hui, il y a certes l'émergence d'un moteur français, mais enfin, je rappelle que ce moteur français fonctionne sur Microsoft. Et qu'on ne rate pas, avec 17,5 millions de levées de fonds, des moteurs un moteur comme Google, vous imaginez, c'est un système qui en quelques millisecondes va indexer tous les sites internet du monde entier pour vous apporter une réponse. Vous imaginez la taille des serveurs, la taille des algorithmes, le poids de la construction, les 25 années d'antériorité d'accumulation de données. Faut être pragmatique à un moment donné, c'est quasiment irrattrapable. Donc le seul moyen de rattraper ça, c'est de changer notre culture de consommation. C'est de veiller à ce que justement on n'enrichisse pas encore plus ces entreprises en livrant trop de données et en leur donnant effectivement la possibilité d'exploiter ces données avec notre propre consentement. Ouais, alors pour rebondir là-dessus exactement, alors parfois il y a des gens qui disent c'est pas bien que Internet se fragmente. Voilà, justement, on n'est pas le même Internet en France qu'aux États-Unis. Je rebondis là-dessus parce que effectivement, Google sert la majorité du monde enfin du monde, du moins de l'Europe au moins. Et on dit mais oui, mais si on a des acteurs français, c'est un problème. Enfin, voilà, le souverainisme et la territorialité, le fait que y ait des spécificités État par État, on dit parfois les gens qui disent c'est pas top. Bon, moi je crois que à terme. En fait, on aura des moteurs de recherche français parce que les Français, ils exploreront pas la même partie du web que les Américains. Ça a l'air bête comme ça, mais une des choses sur lesquelles il y a de la compétition entre moteurs de recherche. Un moteur de recherche, c'est très compliqué. Principalement, la partie coûteuse, c'est je vais aller voir tout le web et l'indexer. Vous vous rendez compte de quel projet c'est pour un ordinateur. Donc forcément, les moteurs de recherche différents, ils vont indexer bien des parties différentes du web au bout d'un moment. Si ce truc-là explose complètement, il y aura un moteur de recherche qui sera expert sur telle partie et il y aura un autre moteur de recherche qui sera expert sur telle partie. Et donc en fait, moi je pense que c'est aussi pour ça qu'on va avoir des compétiteurs français et européens, parce que juste on n'aura pas les mêmes consommations de contenu sur Internet. Et on le voit par exemple, moi l'exemple que j'aime bien prendre, c'est l'exemple de Uber. Bon, alors Uber marche très bien en France, mais il y a des endroits dans le monde, plein d'endroits où en fait ils n'ont pas marché, et il y a un service exactement équivalent, exactement identique, avec une couleur locale, qui s'est développé, et pouf, ça marche. Et pour moi c'est exactement ça en fait, c'est des acteurs qui répondent plus à la culture locale que Uber. Et c'est tant mieux, et il y a compétition, et ça marche. Donc je suis pas en fait si inquiet que ça. Effectivement, ça prend du temps, et c'est compliqué, et la compétition est pas facile, et de l'argent, et c'est pas facile. Mais en fait, je pense que c'est un problème qui est pas tractable d'avoir un seul moteur de recherche sur le long terme pour tout.
Oui, pour compléter ce que vous dites, je dirais qu'à la fois il y aura un mouvement de la part des consommateurs, comme vous le dites, mais il y a aussi un mouvement de la part des États. Il y a certains États, on a parlé de la Russie et de la Chine, c'est évident qu'il y a des stratégies pour faire émerger des géants du numérique, des stratégies nationales, mais il y a certains émergents, certains grands pays émergents, comme l'Inde, comme le Brésil, qui sont en train de chercher une voie médiane entre le modèle chinois et russe, qui est extrêmement de souveraineté numérique, comme vous l'avez évoqué, et le modèle européen de protection des données. Vous avez parlé du Brésil tout à l'heure, il y a le Marco Civil de Internet qui est en train d'être voté, qui a été voté par le Brésil, et qui est un texte très intéressant, puisqu'il reprend des parties du RGPD européen, tout en allant moins loin, en fait. Et parallèlement, le gouvernement brésilien investit massivement dans des entreprises locales, de data centers, etc. Puisqu'ils ont été traumatisés que Google installe son premier data center en Amérique latine. Il l'a pas installé, il l'a installé en Colombie ou au Chili, je crois. Il l'a pas installé au Brésil. Et ça, les Brésiliens ont trouvé ça inadmissible et donc ont investi massivement. Dans le cas de l'Inde, il y a une réflexion très intéressante qui a été menée depuis 2 ans par un comité d'experts présidé par le juge Sri Krishna, et qui était chargé d'élaborer un RGPD pour l'Inde. Et en fait, qu'est-ce que ce comité a mis en avant? Il y avait 2 tendances. Il y avait la pression des industriels du numérique indien, qui sont très puissants sur les télécoms, etc. Ils ont une industrie très puissante qui poussait à la libéralisation, à un modèle à l'européenne, ou plutôt même à l'américaine, un peu plus sauvage. Et il y avait tout un autre côté qui était celui on va faire un RGPD, mais plus souverain. Disons, on va obliger les entreprises à stocker leurs données en Inde. Et ce qui est très intéressant, c'est que au début de l'année, ce comité était plutôt parti vers une idéale européenne de protection élevée des données, de relative libre circulation des données, et qu'en fin d'année, sous la pression de divers scandales, Cambridge Analytica, et d'autres scandales sur la grande base de données nationale qui s'appelle Aadhaar, qui est une énorme base de données qui regroupe plusieurs centaines de millions de citoyens indiens, leurs données personnelles, qui a fuité. Donc on a parlé en Europe de beaucoup de Cambridge Analytica, c'était 80 millions, mais en Inde, dès qu'il y a une fuite de données, c'est tout de suite 150, 200 millions de personnes. On n'en parle pas, mais pourtant c'est énorme. Et donc on a un mouvement chez ces grands émergents de reterritorialisation des données, d'obligation. La Banque centrale indienne a obligé ses fournisseurs, les banques nationales, à stocker leurs données en Inde. Et donc on a un grand mouvement de voie médiane. En tout cas, le RGPD, on a évoqué son potentiel de séduction, en tout cas, dans le monde, et d'extension, mais il y a également des résistances et d'autres modèles qui se font jour. Et j'en viens à cette question du stockage des données, puisqu'on en a parlé. On aborde notre deuxième partie qui est plus axée sur la géopolitique, les frontières et la cyberdéfense. Et donc quand on parle de stockage des données, on entre tout de suite dans la géographie. On entre tout de suite dans la géopolitique à l'état pur. Et à l'heure actuelle, je crois qu'il y a 70% des données dans le monde qui sont stockées aux États-Unis. Donc il y a un véritable quasi-monopole des États-Unis et des entreprises américaines dans le stockage des données. Et quel est l'enjeu, Renaud, pour l'Europe face à ce quasi-monopole américain de stockage des données, puisqu'ils peuvent appliquer leur droit national sur ces données? Bien sûr, oui. De toute façon, on l'a vu, le gouvernement américain vient de reconduire pour 5 ans ce qu'on appelle le FISA, le Foreign Intelligence Security Act, qui leur permet effectivement d'avoir accès à toutes les données de citoyens non américains pour effectuer de la surveillance. Là, pour le coup, j'ai été très dur sur les moteurs de recherche, mais ce qui ne veut pas dire que je ne partage pas votre espoir, Hugo. Moi, je pense que des alternatives sont possibles. Ça implique juste quelques milliards d'investissements, là où notre fonds souverain n'a été capable de ne mobiliser que de 20 millions. Mais bon, ça arrivera peut-être un jour. Mais par contre, pour les data centers, là, on a un véritable espoir à avoir. D'abord parce qu'on a le meilleur data center au monde. C'est une société française qui s'appelle Almeris, qui l'a imposé à Clermont-Ferrand. Et c'est souligné d'ailleurs par plein, ça sert d'exemple aux autorités de renseignement français comme à beaucoup d'entités étrangères. Donc c'est très important de pouvoir avoir une souveraineté. Là encore, il faut que nous ayons ce réflexe, je dirais, conjoint et patriotique au niveau des entreprises, à la fois d'avoir des investissements pour qu'il y ait des data centers en France, comme OVH, comme Almeris, mais qu'aussi les entreprises s'imposent d'utiliser ces data centers. Quand je dis ça, c'est pas neutre. Nous, on utilise ces data centers françaises, c'est beaucoup plus cher. C'est normal, le service n'est pas le même. Mais beaucoup d'entreprises se disent, mais finalement, autant héberger, vous savez, quand je dis c'est beaucoup plus cher, on est sur des ratios de 1 à 10 pour héberger les données. Donc il faut quand même qu'il y ait un patriotisme,
Et si à défaut d'avoir un patriotisme, il faut que derrière, des entreprises se trouvent un peu contraintes aussi de les utiliser, ces data centers français ou européens, non pas parce que la législation va les y contraindre, mais parce que les propres clients de ces entreprises vont vouloir une garantie contractuelle sur l'hébergement de ces données. Parce qu'effectivement, quand la Chine dit à des grandes entreprises américaines, vos data centers sont en Chine, c'est pas que pour faire marcher l'économie chinoise de la construction, c'est pour avoir la main physiquement, la possibilité de venir brancher, débrancher, accéder aux données. Donc effectivement, qu'il y a un enjeu géopolitique très très fort de pouvoir avoir des data centers sur le territoire européen. Et là, je crois beaucoup que c'est un élément qui est possible et possible rapidement, parce que finalement, ça ne dépend que d'un investissement et d'une volonté des entreprises d'utiliser ces data centers, des entreprises et de l'administration. Et puis en plus, il y a eu quand même pas mal d'initiatives. Il y a le CISP, qui est une entité européenne, qui a créé en fait une sorte de partenariat entre différents opérateurs clés de data centers pour justement engager une charte de responsabilité, une charte de droit pour rassurer leurs clients. Donc ça, c'est un élément sur lequel on a vraiment un coup important à jouer. Et est-ce que vous croyez à la solution du cloud souverain ? Le cloud souverain, c'est quand les États investissent massivement pour avoir des opérateurs publics. On l'a fait, ça n'a pas été très concluant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je dirais que c'est la même chose, quoi. De toute façon, un cloud souverain, bon, c'est toujours intéressant, ça fait une alternative, mais je ne crois pas que ce soit une solution. Et puis là, pour le coup, oui, quand c'est un cloud souverain dans un État démocratique, mais si ce n'est pas le cas, je veux dire, on amplifie le problème. Et je crois qu'on en revient plutôt ces derniers temps sur ce type de souveraineté. Je pense que l'État a un rôle à jouer en régulant, en communiquant auprès de ses concitoyens sur ces questions-là, en incitant aussi ces entreprises. L'État, les collectivités françaises comme européennes sont des gros consommateurs d'opérateurs de données. Nous, c'est une part importante de notre clientèle. Moi, ça ne me choquerait pas. On se l'est imposé nous, mais ça ne me choquerait pas demain que les collectivités françaises comme européennes disent « Ok, on travaille avec vous, mais à condition que vos données soient hébergées en France. » Enfin, on pourrait s'y soumettre sans difficulté, parce qu'on le fait déjà par nous-mêmes. Mais je connais aussi beaucoup d'entreprises qui agitent des étendards français, qui sont très fiers d'aborder un pins French Tech, et qui en réalité sont des assemblées de technologies étrangères et hébergent tout à l'étranger. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on soit un peu plus rigoureux. On donne des aides publiques à des entreprises qui font preuve de patriotisme économique et qui sont responsables de ce sujet-là. Et on fait travailler des entreprises qui s'engagent aussi sur ces domaines-là. Et l'État, en ce sens, doit être exemplaire, plutôt que de recréer une immense usine à gaz publique, qui ne sera pas forcément une meilleure garantie. Vous parlez beaucoup de patriotisme économique. Je me tourne vers Hugo. Le patriotisme, c'est le lien avec un pays, avec un État. Est-ce que l'État, ou est-ce que, disons plutôt la notion de pays, de nation, de frontière, a encore un sens dans le cyberespace ? Je pense que si on demande aux gens, oui. Les gens, ils sont attachés à un pays, ils sont attachés à une nation, ils ne sont pas attachés à leur opérateur télécom. Donc, certains peuvent l'être, mais je pense que c'est plus rare. Donc oui, non, je pense que ça garde son intérêt. D'abord parce que les gens gardent leur intérêt pour là où ils viennent et pour leur pays, et c'est naturel et heureusement. Mais en fait, la question, elle est que si on s'empêche, alors c'est important de dire oui, effectivement, si j'en transfère mes données n'importe où dans le monde, il va leur arriver des bricoles. C'est évident et on devrait en être conscient et on devrait avoir plus de contrôle sur où est-ce que mes données circulent éventuellement. Mais si on s'interdit de penser que de toute façon les données elles vont aller voyager dans le monde, on va perdre du temps et donc c'est aussi important de réfléchir à comment je protège mes données malgré le fait qu'elles vont aller aux États-Unis, en Chine, en Russie, parce que quand on regarde où les données passent sur Internet, alors ça c'est une question importante parce que on a l'impression que Internet, on se connecte à Facebook et pouf, on est aux États-Unis. Pas du tout en fait. À chaque fois que vous faites une requête sur Internet, vos données, votre trafic passe par. Alors en fait, on a l'impression que c'est éthéré et que ça passe dans les interwebs comme voilà. Pas du tout. C'est des câbles sous-marins. C'est vraiment ce que vous imaginez pas du tout à quel point les câbles sous-marins sont gros. Ça prend des énormes infrastructures pour les poser parce qu'il faut des gros bateaux et puis il faut les poser au fond des océans et puis parfois il y a des requins qui les attaquent. Exactement. Enfin c'est assez amusant de se dire que cette technologie de pointe, on a l'impression que c'est de la magie et tout. En fait, pas du tout. C'est des gros câbles quoi. Et dans les gros câbles, qu'est-ce qui se passe ? Les données, elles circulent au gré de pas du tout de logique de frontières, et ni géographique. Par exemple, si moi je demande à parler avec un serveur en Californie, il est bien possible que je passe par Amsterdam, éventuellement Miami, et ensuite la Californie. Pas du tout en ligne droite et pas du tout directement. Et donc je vais faire des rebonds comme ça.
Et donc en réalité, quand on essaie de cartographier le cyberespace, alors je suis associé à une chaire de recherche qui fait notamment ça, qui s'appelle la chaire Castex de cyberstratégie, et c'est plein de géographes et de cartographes, et ce qu'ils font, c'est des cartes d'Internet. Et en fait, c'est très compliqué parce que il n'y a pas de géographie sur Internet, au sens où on l'entend de la géographie du territoire et du terrain, quoi. Et donc, comment on recartographie? Alors, il y a plusieurs façons. Une des façons, c'est de dire combien de temps ça me prend pour aller à un endroit. Je ne sais pas si vous avez vu, il y avait des cartes comme ça qui étaient très intéressantes de la France, où on se demandait combien de temps je mets pour aller de Paris à Auxerre. Bon. Combien de temps je mets pour aller de Paris à Toulon. Bon. Et maintenant, combien je mets de temps pour aller de Auxerre à Toulon. Ah, c'est plus compliqué. Et en fait, du coup, le territoire français est complètement déformé, parce que Paris est un centre de transport, et donc on transforme, ça donne une carte complètement différente de la géographie qu'on s'imagine de la France. Et c'est pareil pour Internet. Si je veux aller de Paris au Nigeria, je vais éventuellement aller beaucoup plus vite, paradoxalement, alors que c'est plus loin, que si je vais aller de Paris dans certains pays d'Europe de l'Est ou de ce coin-là. Et donc c'est intéressant de se poser des questions de ça. Et donc ce que je voulais dire là-dessus, c'est qu'il y a des stratégies des États. C'est pas un hasard si les États-Unis ont réussi à capter toute une partie de la valeur économique créée par Internet. 78%, moi aussi je suis venu avec des chiffres, 78% du trafic des 25 sites les plus visités en France par mois partent vers les États-Unis. Ça veut dire qu'en gros, 8 fois sur 10, puisque vous consultez énormément les 25 sites les plus consultés en France, 8 fois sur 10, quand vous consultez un site, paf, vos données partent vers les États-Unis. Par comparaison, on parlait des comparaisons entre géographies, la Chine, plus de 3/4 de leurs données restent en Chine. Vous imaginez bien à quel point c'est plus facile de les monétiser, de les surveiller, de les capter. C'est des enjeux extrêmement importants. Savoir où vont nos données, pas forcément, encore une fois, dans une logique de « ah, c'est pas bien qu'elles aillent là-bas », mais juste pour comprendre où elles vont, et c'est très important. Et ce que je voulais dire, c'est qu'avec les données qui circulent un peu partout dans le monde, effectivement, la protection des données aussi circule. Alors d'abord, je l'ai dit parce que le règlement des données s'applique là où les données personnelles des Français vont. Donc comme les données vont un peu partout dans le monde, le règlement de protection des données s'applique un peu partout dans le monde de fait. Un de mes passe-temps inavouables, mais que je vais avouer, c'est que je regarde, un peu comme... je vais finir ma phrase alors. Je regarde où est-ce que les modèles de protection des données s'exportent. C'est tout de suite un peu plus... voilà. Et alors, donc effectivement, le Brésil, c'est un endroit hyper intéressant. Le Marco Civil, en fait, c'est une loi de 2004-2005. Ils ont une nouvelle loi maintenant de protection des données. Pour la petite histoire, ils n'ont pas encore défini ce que c'était une donnée personnelle. Donc, ils sont encore... Il y a l'Inde aussi qui est très intéressant. Le Japon, en ce moment, est en train de signer un accord avec l'Europe pour qu'ils puissent être reconnus comme... voilà, on dit... ouais, ok, vous protégez bien nos données, donc on peut vous les envoyer. Le Japon va être, on appelle ça des décisions d'adéquation. Ils sont adéquates, donc ils vont être adéquates bientôt a priori. On va pouvoir envoyer nos données au Japon. Mais je m'arrête là-dessus. Mais la Californie vient de passer une loi sur la protection des données. Là, alors il y a eu les élections de mi-mandat aux États-Unis. Vous avez peut-être suivi il y a 3 semaines. Une des choses qui arrive dans beaucoup d'États, je ne sais pas si vous avez déjà vu un bulletin de vote aux États-Unis, mais ça fait, on ne vote pas sur un truc, on vote sur 1000 trucs. On vote sur votre gouverneur, le shérif, le mec qui s'occupe des écoles, le juge, voilà. Et l'un des trucs sur lesquels ils ont voté en Californie, l'un des trucs sur lesquels ils étaient censés voter en Californie, c'était une loi d'initiative populaire sur la protection des données. En réalité, pour la petite histoire, c'est pas là-dessus qu'ils ont voté parce que le Parlement les a court-circuités et a passé une loi pour la protection des données d'abord, parce qu'il y a eu un lobbying des boîtes de tech pour faire passer une loi qui était différente de la loi d'initiative populaire qui avait été proposée par les gens. En gros, les gens ont dit voilà, on voudrait faire passer cette loi-là, ils ont recueilli assez de signatures, la loi allait être mise allait être proposée aux électeurs, et en fait, le problème des lois comme ça, c'est qu'elles peuvent pas être changées. On peut pas les amender quand c'est des lois d'initiative populaire parce que c'est la volonté générale du peuple, donc on n'y touche plus. Et donc les gens de la tech ont dit oula, ça c'est embêtant parce que on pourra pas faire du lobbying pour changer la loi. Et donc du coup ils ont fait du lobbying pour faire passer une autre loi avant la loi d'initiative populaire, et ça a marché. Donc maintenant il y a une loi en Californie qui reprend énormément d'éléments dont on a parlé avant de protection des données. Et ce qui va être intéressant de constater, toujours dans ma passion inavouable, c'est quels autres États aux États-Unis vont faire passer des lois de protection des données. Je ne sais pas comment vous passez vos samedis soirs, vous, mais voilà. Donc là, on a parlé
on était gentil avec les données. Là, c'était la protection des données, c'était l'exploitation des données. Mais il y a un domaine, on l'a dit, où le cyberespace se durcit, où il y a de plus en plus de cyberattaques, il y a des acteurs de plus en plus divers et avec des motivations diverses qui investissent cet espace. Une question toute simple, Amélia, est-ce que la France connaît des cyberattaques? Est-ce que nous sommes attaqués dans l'espace cyber? Et si oui, de la part de qui? Alors évidemment, il faut savoir que dans le monde entier, il y a près de 117 000 cyberattaques par jour. Le ministère de la Défense, pour l'exemple, doit subir entre 800 et 1000 attaques par jour. Donc oui, nous sommes attaqués. Alors, contrairement à ce qu'on pense, il y a beaucoup d'attaques. Ce n'est pas forcément des États, même si évidemment ça existe. On a beaucoup de jeunes, très jeunes parfois, petits génies de l'informatique, qui le font pour s'amuser. Et en fait, ils le font, ils se testent les uns les autres, ils se font des paris entre eux. Et la majorité des attaques, c'est ça. Il y a eu le compte Twitter qui a été gentiment piraté de Obama à l'époque. Le FBI est arrivé, ils sont venus en avion, ils ont dû débarquer à 30 chez le pauvre petit de 14 ans. Il s'est juste amusé, il a réussi à trouver le mot de passe, le mot de passe de Twitter de Obama président. Voilà, le pauvre, 30 agents de la CIA chez lui, il a 14 ans. Et c'est souvent ça les attaques. Après, évidemment, les Russes, les Chinois, les Américains, nos amis, alliés parfois, et puis concurrents d'autres fois, oui. Pourquoi? Parce que c'est une guerre d'influence. Et la guerre d'influence, c'est pour ses intérêts économiques. Et malheureusement, ça peut créer des dégâts. Et heureusement, en France, on s'est réveillé, peut-être un peu tard, mais on s'est réveillé. Je sais que le ministre, quand il était ministre encore, Gérard Collomb, en janvier 2018 au FIC. Alors FIC, c'est Forum international de la cybersécurité qui a lieu tous les ans au mois de janvier à Lille, donc c'est intéressant si vous passez par là-bas, a annoncé 800 nouveaux recrutements pour des cybercombattants. Et donc on va avoir près de 4000 cybercombattants et on va injecter entre 1,6 milliard et 2 milliards d'ici 2025. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'Europe, on est encore petit et je pense qu'on n'est pas encore assez sensibilisé. Quand on parle de, oui, Google, 94% de part de marché de la France, si on parle des mobiles, c'est 97% de part de marché. Le ministère donc, de la Défense, des Armées, Madame Parly a tweeté sur le fait que le ministère passait sur Quant, donc notre moteur de recherche français. Moi, je suis personnellement, mais ça n'engage que moi, bien sûr, contre un hébergement souverain, parce que l'État, c'est pas son rôle. L'État, son métier, c'est pas de stocker de la donnée, pas du tout. Donc non, je pense qu'il faut laisser les professionnels le faire, et ils le font plutôt bien. Et en France, on a la chance d'avoir des experts de très haut niveau. Mais pour revenir à Quant, oui, je pense qu'on peut essayer de rattraper le retard. La Chine a réussi, enfin, pas totalement rattraper le retard, mais il arrive plutôt bien. Baidu, le Google chinois, c'est 500 millions d'utilisateurs. Yandex, le Google russe, c'est plus de 60% de part de marché en Russie. Donc oui, je pense que si on arrive, comme ce soir, à vous sensibiliser tous, à vous dire, oui, allez sur Quant et arrêtez d'aller sur Google. Après, les habitudes, c'est difficile, mais je pense qu'avec beaucoup de sensibilisation, on peut y arriver. Google, aussi gros soit-il, il n'indexe pas tous les sites Internet, c'est pas vrai, enfin, désolé, 20% en fait. Il indexe 20% des sites Internet au monde. Pourquoi? Parce qu'il y a un truc qui s'appelle le Deep Web, donc le web profond, et on ne peut clairement pas tout indexer. Pourquoi? Parce qu'on a des bibliothèques et des bases de données beaucoup trop volumineuses, et aussi on a un truc qui s'appelle le Dark Web, et là c'est la cour des miracles, et là on peut tout acheter, des enfants, de la drogue, des femmes, et ça c'est pas indexé. Et voilà, donc Internet c'est aussi ça. Et quand on parle tout à l'heure de oui, tout ce qui est gratuit, il faut faire attention. Il y a un truc qu'il faut vous dire tous les jours. Quand c'est gratuit, c'est moi le produit. Donc Facebook, c'est gratuit, oui. Twitter, c'est gratuit, oui. Gmail, c'est gratuit, oui. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, là, sur Gmail, quand vous recevez un mail, en dessous, il vous propose une réponse. Pourquoi? Parce que les algorithmes et toute la technologie d'intelligence artificielle de Google scannent vos mails, scannent tout. Un email, c'est 3 serveurs dans le monde. Et oui, effectivement, plus de 70% aux États-Unis. Et Patriot Act américain, depuis les attentats de 2001,
et ben la donnée qui passe par un serveur américain appartient aux Américains. Donc après, c'est nous, est-ce qu'on a envie de se dire, ok, on va être patriote et on va essayer de mettre nos données en France et on va essayer de changer nos habitudes et dire à nos enfants de changer leurs habitudes. Bon, il y a encore du travail. Et donc pour éviter que le cyberespace se transforme en champ de bataille ou en Far West, les États ont essayé de réguler Internet. Je crois qu'il y a des juristes sous l'égide des Nations Unies qui ont estimé que la Charte des Nations Unies, donc qui régit le droit de la guerre dans le monde, était applicable au cyberespace. Donc on voit une sorte d'embryon de régulation, mais en fait, on se rend compte également qu'on n'arrive pas à aller plus loin. Et que les tensions politiques sont tellement fortes entre le modèle chinois et russe d'un côté et le modèle européen et américain de l'autre, que les États, aux Nations Unies ou dans les grands forums habituels, n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et Renaud, alors quelle gouvernance pourrait-on imaginer pour le cyberespace pour éviter qu'il se transforme en Far West ou en champ de bataille? Et comment faire en sorte que les États arrivent à réconcilier leur position? Alors, c'est effectivement compliqué. Il y a eu très récemment, d'ailleurs le 12 novembre, le président Macron qui a fait, en présence du secrétaire général de l'ONU, l'appel de Paris pour inviter justement les États à avoir une meilleure organisation de ce cyberespace. Il faut rappeler qu'il y a eu 50 signataires, mais n'ont pas signé la Russie, la Chine et les États-Unis. Et c'est assez normal. Quand on parle effectivement de cyberespace, on voit bien qu'un pays comme les États-Unis n'a absolument pas intérêt à être régulé dans un domaine où il a l'hégémonie. Et puis on a deux oppositions, c'est-à-dire que dans les oppositions, enfin dans la culture occidentale, États-Unis, Europe, on parle de cyberdéfense, cybersécurité. En Chine et en Russie, on parle de guerre d'information. Ce que l'on sait, c'est qu'il est en tout cas beaucoup plus facile d'attaquer que de se protéger dans le domaine du cybernétique. Donc ça, c'est un véritable problème. Donc avoir un accord multilatéral, c'est compliqué, dans la mesure où aujourd'hui, il faut considérer qu'on est sur des rapports géopolitiques qui sont les suivants. On sait que la Chine, comme la Russie, n'arriveront jamais à rattraper le retard d'armement qu'ils ont sur les États-Unis. Donc ils ont décidé d'investir massivement sur la capacité à intervenir dans le domaine du cyber, parce que on peut avoir les meilleures armes du monde, les meilleures infrastructures au monde, si à un moment donné on les empêche de communiquer entre elles, ça ne vaut plus rien. Donc penser qu'on va réguler ça, c'est impossible, d'autant qu'on ne parle pas de relations uniquement bilatérales ou multilatérales entre des États. Il y a un troisième acteur qui est important, ce sont tous les pirates informatiques, toute la cybercriminalité, le cyberterrorisme, etc. Ce qui fait que même si on régulait entre États, nous avons aussi tout un ensemble d'acteurs qui sont à la fois des petits génies, comme vous l'évoquiez, mais on peut avoir également des vraies organisations criminelles qui maîtrisent ces règles du cyberespace, qui d'ailleurs parfois sont employées un peu comme des mercenaires ou des proxys par des États eux-mêmes. Vous avez vu il n'y a pas longtemps dans les scandales de vote que l'on a connus outre-Atlantique que ce n'était pas forcément des gouvernements directement, mais des gouvernements avec l'appui effectivement de mercenaires du cyberespace qui intervenaient. Donc c'est effectivement très compliqué. Et pour l'instant, malheureusement, on peut considérer qu'on est vraiment dans une zone de non-droit. Donc le meilleur moyen reste de faire ce qu'a fait l'État français, renforcer sa cyberdéfense, investir comme il l'a fait pour veiller justement à ce que nous soyons dans un rapport d'équilibre, comme ça s'est fait à l'époque avec d'autres armes. D'autant que là, on est sur des armes qui mutent très vite. On n'est pas comme sur le nucléaire qui implique des investissements très très lourds. En fait, l'armement numérique, en quelque sorte, il est rapide, il est fluide, il change en permanence. Donc ça implique effectivement de ne jamais baisser la garde et de faire preuve de réactivité. Et donc Hugo, pour conclure, si vous deviez vous projeter dans l'avenir très proche, sur l'avenir de la gouvernance d'Internet, sur l'avenir de la protection des données, quelles sont les grandes tendances que vous voyez? Ah oui, une petite question pour conclure. Moi, je pense que ce qui est intéressant de constater en ce moment, d'abord, il y a de plus en plus, il y a des tendances de fond. Globalement, il y a une tendance qui est importante, qu'on soit d'accord ou pas, c'est une autre question, mais je la cite parce que je pense que c'est une tendance, c'est de dire que les entreprises agissent sur les relations entre États. On ne considérait pas vraiment que c'était le cas il y a encore quelques décennies. Quand on faisait de la géopolitique, on n'était pas censé considérer Microsoft comme un acteur. Et aujourd'hui, Microsoft, depuis maintenant quelques années, et plus que quelques années, a des unités dédiées à de l'action, de l'influence et de la diplomatie. Et c'est pas seulement parce que, c'est sans doute aussi parce qu'ils ont des intérêts économiques à faire ça, mais c'est aussi parce qu'ils se rendent compte que c'est un acteur majeur des relations entre États. Et
Et alors, une des façons de voir le problème qui est un peu converse, c'est de se dire comment est-ce qu'on va éviter. Alors, le cyberespace est déjà un lieu de conflit. Il y a déjà du conflit géopolitique dans le cyberespace. On le sait, les États voilà. Bon. La question, elle n'est pas tant de savoir comment on va déconflictualiser, c'est un terme compliqué à dire, le cyberespace. On n'y arrivera pas. Il y aura toujours des conflits dans le cyberespace. Bon. La question, c'est comment on arrive à ce que les conflits dans le cyberespace ne se transforment pas en conflits dans la vie réelle. Parce que les conflits dans le cyberespace, c'est important et c'est grave, mais ça a des conséquences parfois catastrophiques. Je pense à des entreprises qui ont eu 300 millions de dommages lors d'une des dernières épidémies d'attaques informatiques. C'est considérable, quoi. Mais il n'y a pas encore eu... Je déteste en fait dire ça, donc je ne vais pas le dire. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas eu de mort à cause d'une attaque informatique. Ça me paraît tout à fait douteux comme assertion, donc je ne vais pas le dire. Mais il n'y a pas encore eu de destruction massive d'infrastructures, de gens, de disruption de villes entières qui ont provoqué la mort de milliers de personnes à cause d'une attaque informatique. Ça, c'est vrai, ça n'existe pas aujourd'hui. On ne l'a pas vu. Et on aimerait bien que ça n'arrive le moins souvent possible, disons. Et pour que ça arrive le moins souvent possible, il faut qu'il y ait des mécanismes de communication entre les acteurs. Il faut qu'il y ait des mécanismes de communication entre les États et les entreprises, entre les entreprises et donc que tout ce monde-là se parle. Et les questions, on n'a pas du tout aujourd'hui les infrastructures, les institutions nécessaires à se poser ces questions-là même. L'ONU a très peu les entreprises ne sont pas partie prenante dans les discussions à l'ONU aujourd'hui. Est-ce que c'est désirable? Encore une fois, c'est une question que je n'ai pas la réponse à ça, mais ce sont des parties prenantes de fait. Et donc on a une question qui est devant nous, qui est comment on crée un système institutionnel qui va forcément être mondial pour gérer la gouvernance du cyberespace et pour éviter que les conflits dans le cyberespace se transforment trop souvent en conflits dans le monde réel avec des millions de morts. Voilà. Je pense que si jamais on ne vous a pas convaincu que c'était un problème important, on ne peut rien faire d'autre. Merci Hugo, merci à tous les trois. On arrive au terme de notre débat. On va prendre des questions de la part de la salle, s'il y en a, bien sûr. Oui. Alors bonjour, je suis animateur du Traoré Fousseni, donc animateur local du quartier Rosa Parks, donc La République en marche, je précise, puisqu'on est à tous politiques. Alors moi, ma question s'adresse à Madame Lacrafi, si je peux me permettre. Et justement, tout à l'heure, vous parlez des conditions. Moi, je vois que souvent, que ce soit Facebook ou même la partie des GAFA que vous parliez, dans les conditions, c'est quelque chose de super complexe. C'est-à-dire que quand on va sur n'importe quel endroit, on se retrouve avec tout ça, toujours ces conditions qui sont super longues. Et pour dire honnêtement les choses, je pense que la plupart, on ne les lit pas. Donc, ce qui nous porte préjudice, puisqu'il y a les informations et les conditions qui font que, justement, ce qui est interdit et ce qu'on a le droit et ce qui peut nous porter préjudice, c'est là qu'on les voit. Et d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, sur Facebook, j'ai été confronté à une situation où, quand je suis parti dans les paramètres, je me suis rendu compte que je pouvais décocher plein de choses sur les choses que je ne voulais pas que les gens voient. Donc aujourd'hui, justement, ma question, comment on en est et qu'est-ce qu'il en serait dans le futur par rapport à ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui sera fait ou une loi par rapport à justement ces conditions-là, ces petits paragraphes qui sont un peu gênants? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus simple qui pourrait être fait? Alors, le RGPD est justement là pour ça. Tout à l'heure, je parlais du fait que désormais, dans les RGPD, les entreprises n'ont plus le droit de vous cocher par défaut et c'est à vous de faire l'action d'aller décocher. Ça, c'est maintenant fini avec le RGPD. Sauf que Facebook, il va mettre un peu de temps à réagir. Après, ce qui est intéressant, c'est que le RGPD, c'est supranational. Donc, si vous avez envie d'attaquer Facebook, vous pouvez. Mais bon, bon courage. Et malheureusement, oui, vous avez des pages entières de conditions écrites en tout petit format. Personne ne les lit, c'est sûr. Et malheureusement, quand on creuse un peu plus, moi je les ai lues, celles de Facebook, celles de Twitter, donc j'ai mis un peu de temps. Et c'est impressionnant parce que c'est juste flippant. Parce qu'ils vous expliquent que les données leur appartiennent. Dès lors que vous les avez téléchargées, elles sont à eux, ils en font ce qu'ils veulent. Elles ne sont plus à vous. Et souvent, quand on ne fait pas attention, quand vous paramétrez votre téléphone, si vous avez donné accès, sans le savoir, à Facebook, à toutes les photos de votre téléphone, à tout votre répertoire. Si vous avez activé Siri, Google et Facebook scannent votre voix.
Donc et ça peut aller très très loin. On scanne votre visage. Vous n'imaginez même pas l'application. Dans 10 ans, on a aujourd'hui des caméras biométriques qui vous reconnaissent parmi la foule. Ça va au-delà de tous les films de science-fiction que vous avez vus. Vraiment. C'est même pas pour vous faire peur, mais ça va au-delà. Et malheureusement, c'est à nous de vous sensibiliser. Je pense que les élus doivent utiliser leur influence ou le peu de place qu'on leur laisse sur les réseaux, si les gens veulent bien nous écouter, essayer de vous sensibiliser, de vous dire, je ne sais pas, peut-être qu'il faut faire plus de classes ouvertes comme celle-ci, peut-être la prochaine fois projeter un PowerPoint pour vous montrer où est-ce qu'on décoche tout pour que Facebook et Google n'aient plus accès à votre voix, avec Siri n'aient plus accès à vos photos perso, à tout votre répertoire. Vous avez dû remarquer des fois que si vous parlez souvent à telle personne de votre répertoire, on vous la propose en ami sur Facebook. C'est pas de la magie, c'est technologie. Juste pour ajouter une petite phrase, c'est qu'il y a justement des actions de groupe qui ont été lancées contre ces groupes-là en ce moment avec justement le nouveau règlement. Il y a une action de groupe contre Facebook, il y a une action de groupe il y a une action contre Google, mais c'est pas une action de groupe. Donc, en tout cas pour Facebook, je suis sûr, vous pouvez vous joindre à l'action de groupe contre Facebook. C'est-à-dire vous, monsieur, vous avez porté plainte contre Facebook pour mauvais usage de vos données, ou en tout cas le fait qu'ils ne respectent pas le règlement. Et il va y avoir dans les années qui viennent, vraisemblablement, ce processus judiciaire qui va démarrer. Qui devrait normalement faire quelque chose, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de fatalisme, qui devrait aboutir. Pourquoi? Parce que là, les sanctions, c'est pas rien. C'est entre 2 et 4 millions d'euros ou de 2 à 4% du chiffre d'affaires mondial consolidé. Donc je pense qu'ils vont au bout d'un moment réfléchir et se plier, j'en suis presque sûre. Oui, bonjour, Jean-Yves Revol, de comité local de Sucy-en-Brie. J'ai une question, c'est plutôt pour Hugo, parce que ça concerne Google. Et moi, je suis plutôt un optimiste comme lui par rapport à Google. Bon, c'est vrai que derrière Google, il y a beaucoup de choses qui font peur, qui se cachent. Il y a transhumanisme, l'eugénisme, etc. Nos données, finalement, indirectement, elles financent aussi des problèmes éthiques. Mais Hugo disait tout à l'heure qu'il pouvait y avoir dans le moteur de recherche des spécialisations par recherche. Mais dans ce cas-là, on raisonne uniquement sur des recherches qui fonctionnent sur une indexation du web, mais sur des liens hypertextes. Ce que je voulais savoir, c'était l'avis d'un spécialiste, connaître. Est-ce que, si on prend pour référence, il y a une étude qui dit que 82% du flux Internet, d'ici 2050, je crois, ça sera du flux image. Est-ce que l'avenir de l'Europe, ce n'est pas justement l'indexation de l'image et la capacité justement à aller faire une concurrence à Google sur le moteur de recherche de l'image, grosso modo? Alors, je ne suis vraiment pas spécialiste de ça, mais ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, dans l'état actuel des connaissances, pour le coup technologique, les seuls contenus qu'on sait indexer, et comme vous l'avez dit par les liens hypertextes, c'est les contenus texte. Aujourd'hui, une image, une vidéo ou n'importe quel autre contenu qu'on puisse imaginer, comment on les indexe, comme dans Google Images là, on les tag, c'est-à-dire qu'on met des étiquettes dessus avec du texte, on les transforme en texte. Et c'est comme ça qu'on les indexe. Et les vidéos c'est pareil, on prend des captures d'écran, on regarde ce qui se passe, on transforme l'audio en sous-titres. Donc ce qu'on sait indexer aujourd'hui, c'est du texte. Savoir indexer des images, aujourd'hui on n'est pas encore en mesure de le faire, entre guillemets. Je peux vous parler d'une expérience? Allez-y, avec plaisir. Voilà, il se trouve que je connais une plateforme qui est une start-up qui indexe... alors, il y a des géants du web qui font de l'indexation de l'image, mais c'est juste en fait une donnée brute qui est indexée, après à charge de celui qui utilise ces données indexées d'en faire ce qu'il en veut. Bon, la plateforme dont je vous parle, c'est une plateforme qui a la capacité d'indexer une vidéo brute et également, après, avec un éditeur, de la séquencer et de faire en sorte que des données, des métadatas qui vont matcher entre elles, qui vont créer une concordance, une thématique, ça puisse être organisé par chapitre. Alors ça fonctionne sur des contenus qui sont des contenus fermés, mais si on travaille cette plateforme et qu'on lui donne de la capacité à l'accès à davantage de données, à la faire fonctionner sur des contenus ouverts, on pourrait, à mon sens, l'organiser en moteur de recherche.
si je peux me permettre. Oui, il y a des outils qui existent, on sait indexer des photos. Exemple, j'ai fait des recherches, j'ai mis une photo et je cherchais un tableau pour voir si quelqu'un avait copié un jour ce tableau. Et donc il y a des outils qui existent pour indexer. Alors moi je suis aussi de nature extrêmement optimiste. Et ce qu'il faut savoir, je suis un peu chauvine aussi, la France est un des pays, voire l'a été longtemps, le plus innovant et créateur du monde. Je vais vous donner un exemple qui va vous parler à tous, le scroll, le fait de scroller, d'agrandir et de réduire. Il faut savoir que c'est un brevet français de 2 guitaristes, je ne sais plus d'où, de province, qui ont créé ça parce qu'ils avaient les angles longs et ils ont créé la technologie de agrandir et réduire sans avoir à appuyer sur l'écran. Apple, donc un GAFA, a acheté le brevet $1600. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Le premier iPhone est sorti peu de temps après, et le carton mondial que tout le monde connaît d'Apple aujourd'hui. C'est une techno française. Donc l'indexation des images, c'est une techno française, ça existe. Et oui, je pense qu'il faut une volonté. Si on a la volonté, on peut y arriver, c'est sûr, et là-dessus... Je pense qu'on a effectivement des sociétés formidables en France, qui ont des grandes capacités. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas que l'on reste un incubateur de technologie pour qu'elle parte outre-Atlantique. Donc ce que vous évoquez, monsieur, ça souligne la nécessité, on parlait tout à l'heure du rôle que doit avoir l'État. On manque quand même cruellement en France d'un véritable fonds souverain ancré sur les technologies. Il y a la BPI, c'est déjà une très bonne chose. Mais voilà, des technologies comme ça, qui sont des technologies pépites, comme vous l'avez évoqué, je pense qu'il faut resserrer complètement notre manière d'investir dans des entreprises. Il faut aussi imposer des règles de réciprocité, puisque aujourd'hui, vous pouvez très bien recevoir des subventions publiques massives françaises, rien ne vous empêchera de vous vendre à un Américain par la suite. Alors on dit que c'est bien, parce que tout ça, c'est au nom de la liberté, mais enfin, c'est quand même avec l'argent du contribuable qu'on a pu bénéficier d'une aide au développement. Donc je pense qu'il faut revoir totalement notre politique d'investissement. Aujourd'hui, on saupoudre trop dans tout un tas de start-up, certaines qui ne sont que des intégrateurs de technologies étrangères, alors qu'en réalité, il n'y a pas de véritable savoir-faire. Et quand il y a un savoir-faire pépite comme celui que vous évoquez, il faut se concentrer dessus, veiller à l'aider à se faire grandir, avoir à la fois un fonds souverain, et puis, et des entreprises commencent à le faire, de nos grands géants d'entreprises françaises, parce qu'on a quand même des très beaux leaderats industriels en France. Nous, on a un partenaire investisseur d'ailleurs qui est le groupe Bouygues, mais qui investit vraiment dans une logique, voilà, moi je suis un leader mondial dans mon domaine, je vais aider quelques entreprises. Alors c'est sommaire comme investissement, mais la symbolique est quand même relativement forte. Donc je pense qu'il faut revoir notre politique d'investissement d'un côté. Il faut aussi pas laisser échapper des fleurons. On avait une entreprise en biométrie fantastique qui s'appelle Morpho, qui était une filiale de Safran, qui organise quand même énormément d'éléments sur l'identité dans le monde, qui était leader mondial d'identité. Il n'est pas normal, même au nom de la liberté de commerce, qu'on ait laissé passer et s'échapper une telle entreprise pour qu'elle aille justement outre-Atlantique, alors qu'on avait un leader mondial qu'il fallait vraiment préserver. Donc je pense que il faut, c'est comme avec les RGPD, c'est comme dans tout ce que l'on fait en France, c'est bien de s'enorgueillir de mettre en place des outils de protection des données, des outils de protection de liberté, mais à un moment donné où trop protéger la liberté, c'est porter atteinte à la compétitivité de notre pays. Et si effectivement la Chine et d'autres pays arrivent à être si forts et à avoir des alternatives, parfois c'est parce qu'ils sombrent dans l'excès. S'il y a d'autres moteurs en Chine, c'est parce qu'il ne peut pas y avoir non plus des moteurs, et parce que Google est interdit. Donc je ne dis pas qu'il faut en arriver jusque-là, mais je pense qu'il y a des logiques un peu de préférence nationale technologique et d'industrielle technologie à avoir, c'est essentiel. Sur la question de la protection des investissements dans la tech, il y a eu quelques traumatismes en Allemagne et en France qui ont apporté quand même des réactions. En Allemagne, je crois il y a eu un fleuron de la robotique qui a été pris par des Chinois. Du coup, les Allemands ont poussé une initiative européenne avec la France. Et je crois que la Commission va mettre en place des mesures de blocage, qu'en France, on a enrichi notre décret de 2014 pour bloquer les... Mais en effet, ça, c'est encore au cas par cas, c'est pas systématique. Donc il y a des choses à faire là-dessus. Je peux juste approfondir une chose. Cette start-up en question a été approchée ce matin par Amazon, qui lui a proposé de stocker gratuitement ses données pendant... Voilà, gratuitement. Donc une start-up peut devenir un produit également. Donc c'est certainement une approche très intéressée, on va dire, et c'est certainement aussi le fait d'aller repérer très en amont
des choses qui ne coûtent pas cher pour en faire peut-être des géants de demain. Alors comment une start-up peut se protéger de ça? Non, aujourd'hui, concrètement, elle ne peut pas se protéger. Enfin, sauf si le patron est patriote et qu'il a envie de rester en France et qu'il est sensibilisé à ces données et qu'il ait suivi tous les cours d'intelligence économique de l'école militaire. Sinon, clairement, pour l'anecdote, quand on parle de la France, on est plutôt très bon technologiquement, et c'est pas que des mots. Ce qu'il faut savoir, c'est sur les lectures d'empreintes digitales. C'est la France qui a commencé dans les années 70-80, et au début, Thales était sur les empreintes, on avait 4 points, aujourd'hui c'est 16 points, sur oui, le fait que utiliser les données, c'est aussi bien parce qu'on peut arriver à faire des choses formidables pour l'être humain, oui. Avec ma société, on travaillait sur une techno de reconnaissance de rythme de frappe au clavier. Il faut savoir que chaque individu a un rythme de frappe au clavier qui lui est propre, et qu'avec mon outil, en tapant « je m'appelle Amélia », l'outil me reconnaissait et plus de login mot de passe. Ça existe. Donc, et cette technologie-là, on avait commencé à faire des programmes de recherche pour nous dire « ok, on pourrait potentiellement détecter les prémices d'une maladie neurodégénérative ». C'est possible. Si, je sais pas, 1 million de personnes acceptent de tester la techno, et qu'ils travaillent dessus, et on pourrait faire un programme de recherche pour tester le début de changement de comportement sur clavier. Et oui, donc on peut faire plein de choses positives. Maintenant, à nous de savoir où est-ce qu'on met le curseur, et malheureusement, il ne faut pas que les données tombent sur des gens ou des États malveillants. Oui. Après, oui, la France protège. Moi, je sais que sur cette techno, aux États-Unis, on m'a dit « Amélia, viens aux États-Unis, dans 48 heures, tu peux lever des millions ». J'ai dit non, je suis patriote, je reste là. Après, on m'a dit viens, en Israël, ils ont un intérêt pour ta techno. J'ai dit non, je suis patriote, je reste là. Et j'ai dû batailler pour avoir 80 000 € de la BPI. Et j'ai dû mettre 2 ans. Et le plus pénible, c'est que oui, moi-même, donc avant d'être députée, je me disais non mais franchement, ils sont fatigants, nos élus, parce que clairement la CNIL m'a pourri la vie pendant 2 ans, parce que la CNIL m'a interdit d'utiliser ma techno, parce que c'était intrusif. Oui, sauf que je peux donner des garanties que je vais faire des tests en disant aux gens que j'utilise le rythme de frappe au clavier, mais me mettre 2 ans de retard parce que la CNIL a mis 2 ans à comprendre cette techno, ouais, c'est compliqué. Maintenant, c'est à nous de savoir où est-ce qu'on met le curseur. Et là, il y a encore du travail. Et sur Internet, oui, il faut, à nous, je ne sais pas, sur le RGPD, est-ce qu'on peut essayer de créer un RGPD mondial? Parce qu'il n'y a pas de frontières terrestres avec Internet. Et maintenant, après, à vous, si vous savez un peu comment on utilise tout ce qui est un VPN, pour vous dire, ok, je ne veux pas que Amazon sache que j'habite à Paris ou que j'habite à Marseille. Je vais utiliser un VPN et je vais dire que je suis en Russie. Après, ça peut être dangereux parce que vu que la majorité des hackers vont en Russie, parce que la Russie protège les hackers, à vous de vous dire, ok, avec mon VPN, où est-ce que je me mets? Mais voilà, il y a plein de choses qui existent et je pense que des classes ouvertes comme celle-ci sont intéressantes. Pour compléter dans ce que vous évoquiez, si on veut effectivement protéger une start-up comme cela, il y a 2 niveaux de protection majeurs. Le premier, c'est qu'elle puisse avoir les moyens de se développer. Et ça, il faut que l'on puisse à la fois avoir, une fois de plus, un fonds souverain éclairé qui aide, ou qu'on incite un écosystème d'investisseurs privés à bénéficier éventuellement d'avantages fiscaux plus importants lorsqu'ils investissent dans une technologie française. De l'autre côté, le deuxième niveau ensuite, c'est qu'il faut que les clients de cette société reconnaissent sa valeur. Et là, c'est souvent la difficulté. Moi qui ai fondé une entreprise il y a 20 ans dans le domaine des collectivités, je suis très redevable aux collectivités françaises d'avoir su faire appel à nous sur certains sujets, mais force quand même est de constater que là on doit batailler pour un petit budget, des grands groupes américains à côté obtiennent immédiatement des budgets importants. Donc l'accessibilité au marché public par exemple, c'est un vœu pieux, il y a beau avoir des tonnes de lois, en réalité rien n'est jamais appliqué. Donc le deuxième élément, c'est de faire en sorte qu'une entreprise, lorsqu'elle a par exemple un domaine d'activité qui est B2B, donc elle s'adresse à d'autres entreprises elles-mêmes, publiques comme privées, elle puisse effectivement bénéficier de clients quelle que soit sa taille. Et puis après, il faut aussi, en contrepartie, que l'on protège l'aide qu'on lui a accordée et qu'on veille justement à ce que cette entreprise ne s'offre pas immédiatement dès lors qu'il y a une proposition qui lui est faite financièrement, parce que derrière, il y a quand même une réciprocité. Si on investit avec l'argent du contribuable, il faut que ça génère des emplois, il faut que ça génère de la richesse en France. Mais le patriotisme économique, ça s'éduque. Moi, j'ai
eu dans le passé des propositions. Alors c'est vrai que c'est toujours alléchant, hein. Quand j'ai dû lever des fonds, on a nous la Caisse dépôt qui est rentrée chez nous, mais en parallèle on avait des fonds américains qui proposaient pour la même dilution 10, 20, 50 fois une somme supérieure. Après, il faut aussi se souvenir d'où on vient, se dire qu'on a bénéficié. Moi, je suis un pur produit de l'école républicaine, hein, je viens de ZEP, donc j'ai quand même été très heureux de pouvoir bénéficier d'une éducation française de qualité, d'avoir ensuite accès à une université qui me coûtait, c'est là où je veux prendre l'âge, 800 francs par an, c'est-à-dire le coût de la mutuelle, là où mes homologues américains devaient investir 200 000 $. Bon, bah, tout ça, il faut aussi faire preuve d'un peu de réciprocité dans sa vie. C'est-à-dire qu'il faut éviter d'avoir une culture d'ingratitude vis-à-vis de la société française qui a pu aider l'émergence de beaucoup d'économies, en fait. Donc, je suis d'accord avec cette idée de patriotisme, mais je pense qu'il faut aussi qu'on essaye de la dépasser dans le sens où il faut que ceux qui investissent dans nos startups, ce soient aussi des Français. Et vous l'avez dit, il faut que le problème du capitalisme français, c'est que c'est de plus en plus un capitalisme sans capital. Et du coup, il faut qu'on ait des investisseurs privés français qui soient de taille critique pour le capital risque, etc. etc. Donc je crois qu'il y a quand même des mesures avec la loi Pacte là, qui vont permettre de favoriser tout ça. Mais en effet, disons que le patriotisme économique, c'est presque l'arme du pauvre. Et il faut qu'on puisse faire en sorte d'avoir des investisseurs de classe mondiale. Et ça, en ça, je pense que l'Union européenne, on parle souvent de l'union des marchés de capitaux, de l'union de l'investissement, etc., puisse nous permettre d'avoir la taille critique pour investir et capitaliser nos propres entreprises. Madame la députée, bonsoir messieurs. Je voudrais, si vous le permettez, juste changer d'angle sur le même sujet. Le provincial que je suis va vous parler un peu de ruralité dans le cadre de la protection des données, dans la mesure où, si j'ai bien lu le RGPD, les articles 35-39, il y a un nouveau rôle désormais, le délégué à la protection des données, dit DPO, Data Protection Officer. Pardon pour mon accent. En pratique, ce que j'ai compris, notamment pour les 36 000 collectivités françaises, c'est que ce délégué est doit être désigné obligatoirement. Très bien, sauf qu'il ne peut pas être désigné n'importe comment. Et moi, je prends souvent l'exemple, vous savez, je viens de la Marne. On a des bons députés parmi vos collègues, à une incurie qui est Éric Girardin, madame la députée. Eh bien, on connaît très bien le village qui s'appelle Rouvroy-Ripon, 5 habitants. C'est la fusion de Rouvroy et de Ripon. Ils doivent désigner un délégué à la protection des données. Quand on voit ça d'un côté, sachant que le maire ne peut pas désigner sa secrétaire de mairie, son sous-traitant informatique ou un membre du conseil municipal. Vous voyez un petit peu la difficulté. On ne va pas recruter un ETP pour ça dans une petite commune. Mais en même temps, et c'est très important d'avoir des raisonnements en même temps, surtout que l'arbre qui se couche fait plus de bruit que la forêt qui pousse, c'est bien connu. La CNIL a identifié que ce délégué, qui est le successeur du SIL, correspondant informatique et liberté, mais qui lui désormais est obligatoire, ils étaient 5 000 SIL en France, la CNIL évalue à 50 000, 80 000 DPO en France. Très intéressant, c'est ce qu'on appelle tout simplement une création d'emploi par le biais d'une obligation nouvelle. Et quand on voit que d'un côté il y a une obligation et de l'autre côté il y a des gens qui cherchent du travail, pourquoi on ne met pas, parce que pour l'instant je ne connais que 3 formations diplômantes pour devenir DPO dans le quart nord-est de la France d'où je viens, pourquoi on n'encourage pas davantage ces DPO, ces formations de DPO qui peuvent se faire parfois très rapidement, en une semaine on peut se former, ou en une semaine, un mois, et c'est du travail tout de suite. Pour plein de gens, il suffit d'être un petit peu juriste et un petit peu informaticien. On a donc un gisement d'emploi devant nous, important. Peut-être que j'exagère et que je grossis légèrement le trait, mais néanmoins, quand il y a un besoin identifié, il y a une offre et une demande qui existent, et on connaît l'enjeu en termes d'emploi dans notre pays, comment on peut accélérer un petit peu tout ça? D'autant plus qu'on est censé le faire depuis le 25 mai dernier. Voilà, merci. Juste pour répondre brièvement, on a eu ces débats au Sénat, bien sûr, sur les DPO dans les collectivités. Il faudrait vérifier, hein, j'ai pas suivi le texte au Sénat, mais je me demande si les collectivités ne peuvent pas mutualiser leurs DPO. Si. Donc c'est pas 36 000 DPO qu'il y aura, et j'ai oublié le nom de la commune de 5 habitants, mais je crois qu'elle pourra mutualiser son DPO avec d'autres communes. Je me permets simplement, oui, le meilleur moyen c'est de passer par l'intercommunalité, la communauté de communes notamment, mais on parle bien de 36 000 collectivités, mais c'est pas 36 000 DPO, c'est pas ce que j'évoquais. Les 50 000 à 80 000 DPO, ça concerne également les entreprises privées qui doivent également désigner leur DPO. Mais si vous prenez, par exemple, en France, il y a 2800 intercos.
Ça fait déjà 2800 Oui, emplois. donc la commune de 5 habitants, elle n'aura pas recruté un DPO. Eh ben, elle ne sait pas comment faire aujourd'hui, la collectivité de 5 habitants. C'est un vrai sujet. Et la plupart ne sont pas, je ne sais pas qui conseille, mais peu importe, ils ont fait l'erreur de désigner une secrétaire de mairie ou un élu municipal. C'est-à-dire que la personne est juge et partie et que la CNIL va probablement procéder à une dédésignation de DPO. Et vous n'imaginez pas à quel point si la CNIL dédésigne tous ceux qui ne peuvent pas être DPO, qui ont été désignés DPO, vous n'imaginez pas à quel point on va être dans une situation compliquée dans pas longtemps. Parce qu'il va falloir en retrouver d'autres. Non, je suis très d'accord. Et en fait, on pourrait considérer que former les élus locaux à la façon de gérer leurs données, c'est une question qu'il faudrait poser aux gens qui sont derrière cette caméra, en fait. Puisque c'est tout à fait le rôle d'un institut de formation d'un grand parti politique. Donc voilà, en fait, vous leur avez donné plus de boulot. Mais en plus de ça, moi je pense que vous avez tout à fait raison. Et en plus de ça, c'est des formations qui sont géniales parce que ça va leur permettre de comprendre comment administrer des données. C'est effectivement un petit bout de formation juridique et de formation en informatique, mais c'est aussi une super façon de comprendre comment ça fonctionne un business, comment on gère des systèmes d'information qui sont complètement cruciaux pour n'importe quelle organisation maintenant. Donc en réalité, en plus d'être une obligation à part entière qu'il faut un DPO c'est aussi une super façon de comprendre comment on manage et comment on gère des organisations, en fait. Donc c'est aussi une bonne porte d'entrée, et donc allons-y. Mais vous devriez lancer cette initiative au niveau français. Je suis sûr que vous auriez beaucoup de succès. Bonsoir, Alpha Amadouba du comité de Maison Alfortville. J'ai une question à poser. J'aimerais savoir, en dehors de l'utilisation de nos données personnelles qui est faite par les sociétés commerciales, notamment pour les promos et une question de fidélité des clients, et aussi que l'État fait de nos données pour des raisons de sécurité qu'il évoque souvent, est-ce que vraiment, en quoi l'utilisation de nos données peut-elle avoir des effets dans le domaine politique, en fait, dans un État? L'utilisation de vos données dans le domaine politique, je ne pense pas que ce soit autorisé et je ne pense pas que ce soit fait par nos politiques. Je pense qu'on n'est pas encore à ce niveau-là. Aux États-Unis peut-être, non. Chez nous, non, vraiment non. Après, oui, les services de sécurité de l'État utilisent les données et heureusement pour, j'ai envie de dire, traquer les terroristes ou ceux qui ont envie de basculer, donc heureusement, mais non, les politiques, absolument jamais, et je ne pense pas que ça puisse arriver. Maintenant, pour les DPO, désolée de casser l'ambiance, mais j'ai envie de dire, c'est une semaine de formation, et dans la plupart des intercos ou agglos ou toutes ces strates qu'on adore et que j'espère qu'on va pouvoir changer, sans qu'on ait une... Non, c'est sûr. En fait, on a déjà dans les agglos, comités d'agglos, préfectures, ou des gens qui s'occupent notamment, qui ont des postes de responsables qualité, des choses comme ça, ou des SI, RSSI, responsables des systèmes sécurité, systèmes d'information, ou SI, ou DSI, il y a plein de sigles comme ça, et je pense que c'est à ces gens-là d'être référents, d'être désignés. Ouais, juste, avant qu'on revienne sur le sujet des DPO, pour répondre à monsieur sur les données sur les services de sécurité ou la politique de manière, l'État de manière générale, certes, les services de renseignement, les services de sécurité ont des prérogatives pour lutter contre le terrorisme, etc. Mais il faut savoir qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Il y a un grand nombre de lois pour tout ce qui est perquisition administrative, il y a l'autorisation d'un juge qui est obligatoire. Donc sur les données, on est relativement, en France, il y a des organes de contrôle pour les techniques de renseignement. On a un cadre juridique qui, c'était pas le cas il y a encore 15-20 ans, mais qui est robuste et qui, voilà, on ne peut pas faire n'importe quoi. Après, il y a des utilisations assez variées, assez intéressantes. Il y a l'administration fiscale qui peut utiliser du data mining pour détecter la fraude fiscale. Il y a des usages
usages, l'État développe des usages intéressants des données dans un cadre bien sûr légal extrêmement strict et bien défini, mais voilà, qui peuvent être utiles à l'action publique et aux citoyens de manière générale. Deux petites choses sur l'utilisation de données personnelles dans le cadre politique. La première, c'est que la donnée de vos opinions politiques, on parlait au début, les données personnelles, c'est une donnée sensible dans le règlement. Donc ça veut dire qu'il y a quelques données comme ça, les données raciales, on ne dit pas les données raciales, c'est un anglicisme, les données ethniques en France, les données de votre appartenance syndicale et politique, etc. Ça c'est sensible et donc ça veut dire que ça ne peut pas être traité à part dérogation spécifique. Donc c'est très protégé. Maintenant, l'utilisation d'autres données personnelles non sensibles dans les campagnes politiques, celle-là, elle est encadrée par la loi aujourd'hui, elle est encadrée et il y a un petit guide, si ça vous intéresse, qui a été publié par le CSA et la CNIL un an, je crois, avant l'élection présidentielle. Ils ont publié un guide où ils expliquent aux partis politiques comment utiliser les données personnelles de leurs adhérents dans un cadre politique, et c'est très intéressant. Pour compléter, effectivement, sur les données dans le domaine politique, la seule qui est officiellement accessible, c'est la donnée de liste électorale à des candidats. Après, il y a beaucoup de fantasmes sur ces éléments-là. Il faut quand même raison garder parce que, effectivement, vous avez beaucoup d'entreprises, notamment aux États-Unis, qui font tout un tas de modèles économiques, mais le déterminisme politique américain, lié à son origine sociale, ethnique, etc., ce n'est pas du tout le même qu'en France. Et on voit bien d'ailleurs qu'il y a eu un véritable choc partisan depuis un certain nombre d'années en France. On ne peut pas associer ni une origine sociale, ni une origine ethnique, ni un âge à une appétence partisane. Donc ça limite quand même beaucoup d'éléments. Alors ça fait certainement les choux de beaucoup de sociétés qui vous disent qu'en malaxant tout un tas de données, ils vont déterminer pour qui vous allez voter. Mais tout ceci, ça relève beaucoup plus du fantasme que de la réalité. Et fort heureusement, c'est bien encadré par nos différents appareils réglementaires et législatifs. Je peux me permettre, en remerciant Madame la députée pour sa réaction, vous avez entièrement raison dans ce que vous dites, avec la petite nuance qu'un responsable des systèmes d'information ne peut pas être DPO puisque la loi RGPD interdit d'être à la fois jugé parti. Et en fait, je pense qu'il ne faut pas minimiser ce travail, et c'est évidemment pas ce que vous faites, mais quand on voit dans une intercommunalité et quand vous allez dans toutes les petites communes, que vous voyez qu'il y a la liste électorale, le recensement militaire, l'état civil, il y a plein de données personnelles dans une petite collectivité, et sans sous-estimer non plus les petits fichiers qui traînent ici et là, où on a le fichier des aînés pour le repas des aînés, on a les fichiers des enfants pour les cadeaux de Noël, etc. Et que ça demande de mettre beaucoup de choses en ordre pour faire respecter le RGPD. Donc c'est un emploi à temps plein, au moins par micro-bassin de vie. J'ai promis au monsieur à côté que je lui tendais le micro, je le fais tout de suite. Oui, mais tous ces fichiers, la CNIL imposait déjà de demander une autorisation. C'est pas nouveau ça. Bonsoir, je m'appelle José Manuel. Il y a une loi de 1978 qui permet à la CNIL d'intervenir dans le cadre des fichiers de police de renseignements généraux et le contrôle hors frontières françaises. Et il faut savoir que la CNIL utilise ce pouvoir, qu'il le fait très bien, et la police est obligée de présenter les fichiers de renseignements généraux, sont tous qui sont écrits. Ma question est la suivante, quand il y a des informations fausses dans ces fichiers de police, il y a parfois des policiers qui font n'importe quoi. Il paraît que ces fichiers existent depuis très longtemps et chaque fois que Mitterrand, quand il a été président, il était fiché, quoi. Mais après, il a fiché tous ses opposants politiques. Il paraît que chaque gouvernement, les fichiers de renseignements généraux sont un peu utilisés pour régler des comptes politiques. Comment faire pour rectifier tout ça? Parce que c'est pas évident. Comment faire quand la CNIL intervient? Quand le ministère de l'Intérieur, le renseignement généraux a présenté les fichiers, mais auparavant, le renseignement généraux a donné ces informations d'une façon souterraine, parce que ce n'est pas des informations qu'on les présente comme ça, ce sont les directeurs des... Moi, en tant que journaliste, j'ai travaillé à France 3, et j'ai eu un dossier de renseignement généraux dans lequel on disait que j'étais chef du Sentier Lumineux au Pérou. Je suis d'origine péruvienne, franco-péruvienne, et aussi, on me donnait la paternité d'un Chilien qui était un délinquant, un gros délinquant. Voilà, bref. J'ai réussi à que la Commission nationale de l'informatique et liberté récupère mes dossiers et on a supprimé mes dossiers. Mais par contre, comment faire pour
que les informations qui ont été passées parce qu'après j'ai eu du mal certaines administrations gardent encore de vieilles informations. Est-ce que vous pouvez me dire comment faire pour que vraiment toutes ces fausses informations puissent être ensuite nettoyées et rectifiées, quoi? Vous avez évoqué la CNIL. La CNIL, elle n'est pas juge de l'opportunité ou non de mettre quelqu'un sur un fichier de police ou de renseignement. Donc c'est pas la CNIL qui pourra vous aider dans ces cas-là. Non, c'est la CNIL qui intervient, qui ordonne au ministère de l'Intérieur de me présenter les fichiers. C'est grâce à la CNIL que j'ai eu à 2 reprises en plus, avec un juge de la CNIL. Attention, il y a une procédure assez précise, quoi. Pour moi, dans votre cas, à part le recours administratif ou le recours à la CADA, qui est la commission d'accès aux documents administratifs, il n'y a pas d'autre moyen, à mon avis, que pour vous faire entendre que ça. Le juge pourra enjoindre, s'il vous donne raison, que votre nom soit enlevé de ce fichier de police ou de fichier d'enseignement. Et puis en complément sur la question du renseignement politique, depuis la loi sécurité de 2003, les renseignements généraux n'œuvrent plus dans le domaine politique. Ils dominent exclusivement, officiellement, sur tout ce qui est criminalité urbaine. Donc on a retiré, vous savez qu'avant les renseignements généraux avant 2003 avaient une cellule politique et une cellule effectivement liée à la criminalité. Aujourd'hui, c'est exclusivement centré sur la criminalité. Après, sur le fait de faire des fichiers, il faut aussi voir, et on le voit d'ailleurs dans les conséquences qu'on peut avoir dans des postures politiques, qu'aujourd'hui l'information est beaucoup plus fluide, elle circule beaucoup plus vite, on a des médias Internet qui se saisissent très vite d'affaires, donc effectivement des fichiers qui sont illégaux, c'est quand même très difficile aujourd'hui que ça passe à la trappe et ça finit tôt ou tard par arriver aux yeux de l'opinion publique avec des conséquences politiques et judiciaires qui peuvent être dommageables. Donc on peut espérer que la fluidité de l'information justement permet d'éviter ce type de comportement. Bonsoir, je m'appelle Francis Ozal, En Marche Paris 15e. J'avais une petite question sur la compétitivité du moteur de recherche français. Est-ce que son expansion ne passerait pas par, on va dire, des coopérations européennes ou avec d'autres startups ou d'autres sociétés spécialisées dans la collecte de données, étant donné l'enjeu du sujet et le nombre de données qu'il y aura avec les années à venir? Et la deuxième question, c'était de savoir, est-ce qu'un parti politique peut utiliser les données de membres, par exemple, pour connaître, on va dire, les tendances des sujets de société ou de sécurité ou d'information pour les élections européennes, par exemple, pour vraiment être ancré dans la société? Pour la compétitivité, il faudrait, je pense, que Quant se rapproche, enfin, ce que disait Renaud tout à l'heure, au lieu d'être concurrent dans cet espace européen, d'essayer de trouver d'autres sociétés de la même taille, et il y en a, et qu'elles puissent fusionner et devenir un géant européen. Mais après, ça c'est une question d'hommes. On ne peut pas leur imposer, Quant c'est privé. On peut pousser, nous, politiques, et exécutif, à dire utiliser Quant, il faut utiliser Quant et leur présenter éventuellement d'autres entreprises dans d'autres pays européens pour essayer de fusionner et créer un géant européen. Ça c'est possible, mais encore une fois, voilà, c'est une question d'hommes et de volonté. Ensuite, sur les tendances pour les élections européennes, c'est ça. Si En Marche a envie de vous questionner sur ce que vous avez envie de voter, dès lors qu'elle a demandé l'autorisation à la CNIL, qu'elle a un numéro de liste et qu'elle est complètement transparente et qu'elle respecte le RGPD. Si vous avez envie de répondre, vous répondez. Si vous n'avez pas envie, vous ne répondez pas. Et si vous avez répondu que vous rétractez, vous avez le droit de dire je me rétracte et enlever mes données, et En Marche sera obligé de supprimer les données.